devrait pas le faire. On devrait ralentir. On n'a jamais pensé que ça allait créer les problèmes que ça a créé aujourd'hui. C'est le Far West. Ça va détruire le tissu social. Qu'est-ce qui va arriver de nos relations humaines? Ça va nous isoler. Oui, ça se peut. Mais je ne suis pas psychologue, psychiatre, travailleur social. Je suis ingénieur. Coudon, on est-tu en train d'euthanasier notre métier? Farid Maire. Farid Maire. CTO. Ingénieur, auteur du livre AI Mindset. Mentor, conférencier. La nature humaine, c'est je peux y aller, je vais aller voir qu'est-ce qui est là-dedans, avec le bon et le mauvais. Tu n'as pas besoin de comprendre comment l'intelligence artificielle fonctionne. Claude va être capable de produire Claude version 2, qui va produire Claude version 3, etc. C'est pour ça qu'il court très, 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 très vite et fort dans cette direction-là. Il faut y aller le plus vite possible, être les premiers à arriver, parce que si tu trouves la solution à une intelligence artificielle qui va être aussi intelligente qu'un humain et qui est capable de s'auto-améliorer, ben tu viens de régler par ça tous les problèmes de la Terre. On a un problème de changement climatique, on va mettre 1 million d'agents d'intelligence artificielle pour trouver une solution pour ça. Je vais même aller plus loin. Si tu veux t'en servir comme il faut, c'est une vérité inconfortable sur l'intelligence artificielle. Ça va changer le monde, toutes les activités, mais moins vite qu'on pense. Il y a beaucoup de gens qui disent « on ne devrait pas le faire, on devrait ralentir, c'était mieux avant ». Je ne l'interprète pas du tout d'une manière en me disant « ça va devenir mon ami, puis je vais devenir dépendant de... » Non, c'est juste... Je dis, si tu veux t'en servir comme il faut que tu l'anthropomorphises. Mais ça semble rendre plusieurs personnes inconfortables parce qu'ils se disent, ben là, où est-ce qu'on va être? Ça va détruire le tissu social. Qu'est-ce qui va arriver de nos relations humaines? Ça va nous isoler, tout ça. Oui, ça se peut. Mais je ne suis pas psychologue, psychiatre, travailleur social. Je suis ingénieur. Fait que, c'est pour ça que je te dis, tout ce que je dis, il faut que tu l'interprètes avec les lunettes de... Tu as un nouveau marteau. Ton marteau, il te permet de faire 3 choses que tu ne pouvais pas faire avant. Il te permet de comprendre et de produire du texte, comprendre, produire du son, comprendre, produire des images. Mais c'est phénoménal pour un gars d'informatique comme moi. Parce que avant 2010, c'était impossible. C'était immensément difficile, puis les résultats étaient vraiment pas bons. C'est vraiment poche. Ce nouvel outil-là, ce nouveau marteau que j'ai comme ingénieur, c'est un marteau qui me permet d'aller explorer toute une série de solutions informatiques que je pouvais pas réaliser avant. Fait que ça... C'est pour ça que je suis super excité à utiliser l'intelligence artificielle. Mais je comprends que ça peut être de la même manière que les réseaux sociaux, quand ils ont été créés. Ils n'ont pas été créés pour diviser les gens. Ils n'ont pas été créés... Je veux dire, on est assez vieux pour se souvenir, quand on a créé l'Internet, c'était supposé d'être la 8e merveille du monde pour les journaux. Ça permettrait aux journaux de distribuer plus facilement. On n'a jamais pensé que ça allait créer les problèmes que ça a créés aujourd'hui. Est-ce que le fait que ça a créé des problèmes, on n'aurait pas dû créer l'Internet? Ma réponse, c'est non. Tu sais, on a découvert cette affaire-là. Il faut la gérer ensemble. Puis malheureusement, c'est pas mon métier de gérer ces impacts-là. C'est d'aller explorer qu'est-ce qui est possible de faire. Tu sais, puis ça permet de comprendre tout le mindset des gens qui font les systèmes d'intelligence artificielle. Pense à ChatGPT ou à Claude, là. Ces gens-là sont en train d'explorer. C'est le Far West. Vraiment. Ils arrivent en quelque part, il y a un grand champ, puis là, ils sont capables d'aller explorer ce grand champ-là. Ils vont partir, puis ils vont aller l'explorer. Tu sais, c'est comme la nature humaine, c'est « je peux y aller, je vais aller voir qu'est-ce qui est là-dedans. » Avec le bon et le mauvais.
Ben, tu parlais justement des mindsets. Ouais. Puis dans le livre, il y a un bout que tu parles aussi, tu mets un peu, tu simplifies, et Dieu sait que je l'apprécie, tu simplifies les types de systèmes d'intelligence artificielle. Serais-tu à l'aise qu'on fasse le tour vite Oui, de ça? bien Puis sûr. tu connais-tu Oui. par cœur? Non, je veux ne dire, connais pas par cœur. Sinon, j'ai un excellent livre à portée. Il est à portée de la main. Là. Lesquels, de quoi parle, à quoi fais-tu référence dans le livre? Précisément les systèmes où est-ce que tu parles, par exemple, des Large Language Model, donc Ouais. le LLM, puis Ouais. ensuite, tu en as un qui est qui sont systémiques. Je crois qu'il y en a un qui est au niveau qui est des modèles prédictifs. Oui. Puis il y en a un autre, j'allais le highlighter sur mon Kindle, OK. qui est juste là. Oui. Mais sinon... Écoute, tu sais, donc ta question, au fond, c'est... mais juste qu'on énumère un peu pour que tu les expliques un peu pour l'auditeur qui Ouais. se dit... Je crois... Laisse-moi revoir ma question. Je crois que pour bien des gens, quand on entend intelligence artificielle, au lieu de dire qu'il y a des qualités humaines, de l'anthro. Pas bon. Oui. Anthropomorphisé. C'est un non, mot c'est qui correct. revient jamais en Non, forme. je sais, oui, non. Mais on pense souvent intuitivement à une plateforme, Ouais. un ChatGPT Ouais. ou un Claude Ouais. ou par exemple un Gemini, qui sont des interfaces, qui sont ni plus ni moins que des chatbots, Oui. vraiment hot. Oui. Mais ça demeure... Ça, c'est juste une sorte. Mais Ça, c'est c'est juste ça. un LLM, un Large Language Model. Fait que, Exact. tu sais, on peut-tu juste découper un peu le type de... Fait que les Large Language Models, c'est une architecture d'un réseau neuronal, donc d'un neural network, qui permet de faire de la prédiction de texte ou de son ou d'image ou de données quelconques. Là, on le connaît plus dans le Generative AI, donc la génération de texte, qui est toute la flopée de ChatGPT, Claude, Gemini, tous les chatbots qu'on a eu. Mais le chatbot lui-même, c'est juste l'interface. Le modèle à la base, nous, comme ingénieurs, on est capable d'y accéder sans l'interface que tu vois dans ChatGPT. Ouais. On est capable d'y accéder par un logiciel, par une application web, par une application mobile. On est capable de l'interroger puis d'avoir des réponses de ce modèle-là. Mais c'est une sous-classe de systèmes qui sont basés sur les réseaux de neurones. OK. OK? Et dans un réseau de neurones, tu peux avoir... Tu as toute une classe de structures, d'architecture qui ne sont pas des LLM, qui sont des Convolutional Neural Networks, par exemple, qui permettent de faire de la détection d'objets, qui permettent de faire de la prédiction statistique. C'est-à-dire que leur objectif à ces réseaux-là, c'est, par exemple, d'identifier des objets dans une scène, dans une image. OK. Puis ça va être utilisé, par exemple, dans les automobiles en conduite autonome. Fait que quand tu es en conduite autonome, tu es obligé de reconnaître elle est où la route, où est-ce qu'ils sont les autos, où sont les piétons, où sont les vélos. Puis à partir de ce moment-là, je me suis mis à comprendre, j'ai dit, ouais, c'est vrai que quand j'arrive à un stop, c'est hyper important pour moi de faire le gaze detection, de voir où la personne qui est le conducteur de l'autre automobile, où est-ce qu'elle m'a vu. Fait que, tu vois, juste ça, c'est un réseau neuronal, c'est de l'intelligence artificielle, mais qui est hyper spécialisé pour faire regard. Il y en a d'autres qui vont être entraînés pour faire de la prédiction statistique. Donc, ils vont être capables, tu vas leur donner, par exemple, la valeur d'un stock, Ouais. puis ils vont être capables de prédire en fonction de ce qui s'est passé dans le passé, qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Donc, ça ne génère pas du texte qui est ce qu'on est habitué de parler en termes d'AI aujourd'hui. Ben, c'est parce que c'est un échange linguistique. L'interface, c'est LLM, Large Language, c'est linguistique. Je peux parler à un type d'interface. Puis toi, ce que tu parles, c'est qu'il y en a un qui a justement un autre fonctionnement complet qui est complètement détaché de la langue. Tu me dis ça, moi, je pense à mon véhicule. Ouais. Un gaze detection, parfait. Ça veut dire que, mais quelque part, ça veut dire qu'il y a un sensor qui doit être pointé dans la bonne direction, capter cette information-là et des systèmes pour dire ceci est une personne. Ma job, c'est de voir où regarde la personne, voici les yeux de la personne, voici où vont les yeux, et d'interpréter ça, puis ensuite d'envoyer une série de commandes, de règles ou d'informations quelque part d'autre, là, je veux dire. Exact. Fait que je comprends le trip ingénieur là-dedans, mais... Mais
effectivement un trip d'ingénieur, mais tu sais, sur une voiture, Ouais. tu as quelques caméras, puis de ces images de caméras-là, il va y avoir des dizaines de réseaux neuronaux qui, eux, vont faire des détections pour amener de l'information au système de base qui, lui, va décider on accélère, Go, on pas freine, go, on tourne à ralenti. gauche, à droite. Au final, c'est ça, là. Puis je ne suis pas un expert dans la conduite autonome, là. C'est juste pour illustrer le fait que ces réseaux neuronaux-là premièrement, ont été entraînés sur de l'information complètement différente, sont structurés d'une manière complètement différente parce qu'il faut qu'ils répondent en l'intérieur de quelques millisecondes. Il faut que ça soit très rapide. Ouais. Ils ne peuvent pas se permettre d'aller sur un serveur en quelque part dans le cloud chez Google ou ailleurs. Il faut que ça soit fait dans la voiture. Donc, ça veut dire que ça prend un ordinateur hyper puissant dans la voiture. Fait il y a un peu tout ça aussi qui est en train d'arriver. C'est que la technologie évolue super vite, puis on n'a pas atteint les limites. Fait que là, c'est le Far West, puis on essaie d'aller le plus loin possible. Puis en arrière de ça, il y a plein de gens qui travaillent à essayer de faire que ces modèles-là soient plus petits, plus rapides, soient capables de tourner sur un téléphone, soient capables soient capables de tourner sur un ordinateur de bureau, pour être capable d'offrir des services sans avoir nécessairement besoin d'aller dans le cloud puis d'utiliser une grosse machine. Tu sais, les lunettes de Meta, là, Ouais. qui a une caméra puis un micro. Ouais, le Ray-Ban, Meta. Exact. Bien, là-dedans, imagine, dans la lunette, tu as des systèmes d'intelligence artificielle, tu as des réseaux neuronaux qui sont capables de faire une partie du travail, pas tout, mais qui sont capables de faire le travail. Mais ultimement, c'est ça que tu veux. Tu veux être capable d'avoir ta machine, ta lunette ou tes écouteurs qui vont faire le travail de traduction simultanée de ce que tu entends. Fait que c'est pour ça que ce qui est le fun avec les LLM, ça a rendu l'utilisation, ça a démocratisé l'utilisation de l'intelligence artificielle des réseaux neuronaux qui étaient utilisés depuis une quinzaine d'années avant, mais ça prenait des gros ordinateurs, c'était compliqué, il fallait programmer. Là, l'interface est trop simple. C'est une boîte de texte avec un petit curseur qui blinque, puis tu peux écrire n'importe quoi. Ça a l'air magique. Et ça a l'avantage de faire que n'importe qui est capable d'aller devant, poser une question, avoir une conversation, amener un texte, lui demander de faire le sommaire. Tu sais, tout ce qu'on a vécu vient du fait que ça a rendu l'interface tellement plus simple. Ouais. Mais c'est pas juste ça, l'intelligence artificielle. Par contre, le livre lui-même, AI Mindset, est beaucoup generative AI. Ouais. Et beaucoup les exemples que j'utilise, les mindsets que je mets dedans sont vraiment focusés sur le generative AI parce que c'est ce que la majorité des gens utilisent. Je pense que c'est ce qui permet d'ouvrir le chemin. À un moment donné, c'est le familier. La langue fonctionne parce que c'est quelque chose que tout le monde maîtrise à sa façon. Exactement. Ça fait peut-être, mettons, une dizaine d'années que je fais des conférences puis que je parle d'intelligence artificielle. Il y a une dizaine d'années, 2015-2016, dans mes conférences, j'étais obligé d'expliquer c'est quoi un Convolutional Neural Network à un niveau très, très élevé, comment on fait de l'entraînement, comment on fait... Parce que j'avais pas d'autres moyens d'illustrer les concepts, j'avais pas d'autres moyens d'illustrer l'intelligence artificielle, puis j'avais besoin de rentrer dans la mécanique. Ouais. Ben, la maturité de l'auditoire, même les gens relativement techno, n'étaient pas où c'est aujourd'hui. Non, mais je pense que on arrive à un point où un peu comme tu es capable de conduire une auto sans comprendre même comment la voiture fonctionne. Là. Mais honnêtement, j'en ai croisé ce matin même, des gens qui répondent exactement à ce profil-là. Effectivement. Puis l'autre chose, c'est pas parce que tu as un permis de conduire que tu es un bon conducteur. Tu sais, il faut faire la différence entre les deux, mais si on revient à cette affaire de tu n'as pas besoin de comprendre comment un moteur à combustion fonctionne pour conduire une voiture. Tu n'as pas besoin de comprendre comment l'intelligence artificielle fonctionne ou les réseaux neuronaux ou le machine learning ou le deep learning fonctionne
pour être capable d'utiliser des systèmes qui, eux, bénéficient de cette nouvelle technologie-là. De la même manière que tu peux aller sur Internet et avoir aucune espèce d'idée comment fonctionne un DNS, un Domain Name Server, puis comment, quand tu écris www.amazon.com, tu es capable de te rendre au site web. C'est une merveille de la technologie. Quand tu connais ça d'un point de vue ingénieur, c'est impressionnant ce qu'on est capable de faire. Mais... Et juste, depuis comment je pourrais dire, puis le fait que c'est carrément pris pour acquis parce que c'est devenu normal. Là. C'est juste normal. T'ouvres un petit gadget et puis tu as accès à toute l'information du monde. Et c'est pour ça aussi la même logique que l'horoscope a fait augmenter les ventes des journaux. Quand ils ont lancé ça il y a 100 ans peut-être, parce que c'est la première fois que les gens étaient dans le journal. Ah. L'horoscope, c'est « It's always about me ». What does it mean for me? What does it do for me? Et puis, j'ai vraiment apprécié en lisant ton livre. J'étais comme, wow, c'est vraiment écrit pour le lecteur. Ah, merci. Et non pour l'auteur. Puis j'ai trouvé ça cool. Ah. Puis c'est comme dans une photo de groupe. Tu sais comment, comment faire, savoir si une photo de groupe est bonne ou pas? Si t'es bon dans la photo de groupe, la photo est bonne. Si t'es pas bon dans la photo de groupe, la photo est pas bonne. Donc, si t'as 20 personnes sur une photo, tu vas avoir 20 opinions différentes. Parce que, je m'aime pas, j'ai fermé les yeux, tout ça. Mais les 19 autres peuvent être parfaits, mais si toi, t'es pas bon, ton feeling sur la photo va être négatif. Ce qu'on entend beaucoup, puis un des soucis des gens, je pense que c'est légitime comme souci, c'est que tu perdras pas ta job à l'intelligence artificielle, tu vas perdre ta job à quelqu'un qui utilise l'intelligence artificielle. Je pense qu'il y a beaucoup d'anxiété au niveau de l'habileté des gens d'être à l'emploi, là. Clairement. Tu sais, ça, c'est ta lecture de ça. C'est vrai? Je pense que c'est vrai. Je pense qu'il faut le mettre dans un contexte temporel. Je pense que ce qu'on va dire pour les prochaines années, c'est peut-être pas la même réponse pour dans 10 ans ou dans 20 ans. Si tu es dans une industrie où il y a un bon potentiel de disruption par l'intelligence artificielle, ça va se passer rapidement et si tu n'utilises pas les outils d'intelligence artificielle, tu vas avoir de la misère. Comme quoi, par exemple? Quels emplois sont au risque en ce moment? Ceux dont on entend parler puis qu'on voit qu'il y a vraiment un impact positif, c'est évidemment toutes les industries qui produisent ou comprennent du texte, des images, du son et donc du vidéo parce que c'est la combinaison de tout ça. Donc, évidemment, tout ce qui est marketing, communication, explosion phénoménale de l'utilisation de l'intelligence artificielle. On parle même de AI slop. Donc, la production de contenu qui correspond à la moyenne, qui n'est pas mauvaise, mais qui est juste de la production. La moyenne, c'est le fast-food. C'est bon au goût, mais c'est pas quelque chose qui va amener nécessairement beaucoup de valeur. Donc, on a beaucoup ça, marketing, communication. On entend beaucoup parler au niveau service à la clientèle. Donc, encore là, j'ai des gens qui me posent des questions, puis je dois répondre. Souvent, les questions ne sont pas vraiment très complexes. C'est assez facile de répondre, mais il faut être capable de comprendre la question. Et donc, on n'était pas capable de faire ça comme il faut avant. Maintenant, on est capable de très, très bien le faire. Évidemment, tout ce qui est scientifique, donc physique, chimie, astrophysique, mathématiques, tout ça, c'est vraiment des domaines qui sont en train de se faire révolutionner. Et évidemment, en top de la liste, ingénieurs informatiques, software developer, là, des développeurs logiciels. Puis je veux m'en servir comme exemple. C'est pour ça que je l'ai mis à la fin, mais dans le fond, c'est le premier. C'est quand même spécial qu'il y a 5 ans, l'affaire la plus en demande, c'était des développeurs. Puis à un moment donné, ils ont commencé à réaliser que, coudonc, on est-tu en train d'euthanasier notre métier, là? Oui, pire que ça, chez Meta, chez Facebook, ils ont annoncé il y a une semaine ou deux que l'entreprise allait monitorer les clics de ses employés dans leur écran pour entraîner des modèles d'intelligence artificielle pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui est à l'écran d'un ordinateur, où cliquer, tout ça. Et Meta est en train de faire ça. Il y a un énorme pushback de la part des employés en disant « Vous êtes en train de nous utiliser pour qu'on n'ait plus de job. »
Mais eux, ils l'ont direct d'en face. Là. Je vais même aller plus loin. Les gens qui travaillent, les développeurs logiciels qui travaillent chez Anthropic, qui fait Claude, chez Google, qui fait Gemini, chez ChatGPT, chez OpenAI, qui fait ChatGPT, et les autres, sont en train de travailler très, 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 très fort pour que le système d'intelligence artificielle, mettons Claude chez Anthropic, soit capable d'être assez bon pour faire du développement logiciel, pour qu'il développe lui-même le code de Claude. Et donc, Claude va être capable de produire Claude version 2, qui va produire Claude version 3, etc. Ouais. Et c'est cette boucle-là. Puis c'est pour ça qu'il court très, 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 très vite et fort dans cette direction-là. C'est que Eric Schmidt de Google, l'ancien PDG de Google, appelle ça le San Francisco Consensus. Le consensus de San Francisco. C'est quoi? C'est si tu prends n'importe qui que tu croises dans la rue à San Francisco, étant donné que la plupart des gens à San Francisco sont des gens en technologie et travaillent sur de l'intelligence artificielle parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui est sexy puis c'est ça qui se passe à San Francisco. Quand tu dis à quelle vitesse il faut développer l'intelligence artificielle, ils disent qu'il faut y aller le plus vite possible, être les premiers à arriver, parce que si tu trouves la solution à une intelligence artificielle qui va être aussi intelligente qu'un humain et qui est capable de s'auto-améliorer, bien, tu viens de régler par ça tous les problèmes de la Terre. Je te dis pas que je suis d'accord, mais je te dis que c'est ça l'image qu'il faut avoir en tête des gens qui travaillent chez Anthropic, etc. C'est, si je règle le problème de l'intelligence artificielle générale, je vais être capable d'avoir un système qui va être capable de faire de la recherche de médicaments et trouver des médicaments pour le cancer, pour les maladies, toutes les maladies. On a un problème de changement climatique, on va mettre 1 million d'agents d'intelligence artificielle pour trouver une solution pour ça. Le point, c'est, si tu es capable de faire que ça, c'est bon, bien, à partir de ce moment-là, tu viens de régler tous les autres problèmes parce que tu es capable, finalement, d'avoir une intelligence infinie. Donc, nous, comme développeurs logiciels, on est en train de développer les systèmes qui vont faire que tu n'as plus besoin d'être un développeur logiciel parce que ça va être une machine qui va le faire. On est littéralement les premiers, là, dans cette direction-là. Et c'est hyper intéressant, puis je pense que je vais le faire de plus en plus, de dresser un parallèle entre ce qui s'est passé en développement logiciel, parce que je l'ai vu puis je le vis, et n'importe quel autre métier. Parce que je pense que ça va suivre la même direction. Une vérité inconfortable sur l'intelligence artificielle. Ça va changer le monde, tout le monde, toutes les activités, mais moins vite qu'on pense. Qu'est-ce qui s'est passé en développement logiciel? On a développé des systèmes prédictifs, des LLM par exemple, là, mais aussi d'autres. Et on est venu les intégrer à nos environnements de développement. Donc, on avait des systèmes d'intelligence artificielle qui nous permettent d'être plus productifs. Fait que quand tu écris un bout de code, la machine va être capable de te proposer la fin de ce que tu as commencé à écrire. Un genre de... L'équivalent du autocomplete. L'équivalent du autocomplete. Mais au lieu de faire du autocomplete sur une phrase, elle va te produire tout un texte qui est du code. Je pense que tu es en train de faire une fonction qui va faire du sorting. Bien, regarde, en voici une version. Puis là, j'aime pas celle-là. Next. Tab, puis il va t'en proposer une autre parce que lui, il est capable de t'en générer un nombre infini. Ça, c'est comme la première vague. Donc, c'est un outil qui te permet d'être plus productif. Personal productivity. La deuxième étape, ça a été de dire, non, là, j'ai un ChatGPT, si tu veux, qui est dans mon outil de développement. Je suis capable de lui parler, puis de lui dire, « Hey, j'aimerais ça faire une fonction qui va faire telle chose. » Et lui va te produire le code. Donc, le code, tu le vois à la fin, mais tu n'écris plus le code. Tu laisses la machine écrire le code. On est là, aujourd'hui, beaucoup. La prochaine étape, qui est vraiment difficile à atteindre, mais qui s'en vient, c'est de dire, je ne regarde même plus mon code.
je parle à un engin, ChatGPT, là, par exemple. Je parle à ChatGPT. Je lui dis, j'aimerais ça faire une application qui va me permettre d'éditer telle chose. Il va te produire le logiciel. Puis tu ne regardes même pas le code. Si ça ne fonctionne pas comme tu veux, ta seule interface, c'est ChatGPT. Tu n'as même plus besoin de regarder le code. Tu as un interlocuteur, tu as un gestionnaire de projet, finalement, à qui, tu sais, façon de parler, tu te transformes en project lead, whatever. Peux-tu le faire? En fait, c'est que tu as une petite équipe à toi qui peut être un gestionnaire de produits, un testeur, un designer, un développeur logiciel, un développeur senior qui va réviser ce que tu as fait, un autre qui va regarder tout le côté sécurité, un autre qui va regarder. Donc, tu as un paquet de mini-experts comme ça, puis ils sont en train de développer ces expertises-là là, dans les outils que nous, on utilise, pour que, justement, ils soient capables de reproduire une mini-équipe, mais tout avec des outils d'intelligence artificielle. Donc, si tu prends ces 3 étapes-là, ça correspond à ce que Sam Altman disait il y a quelques mois, quand quelqu'un lui dit « Est-ce que vous voyez une différence d'utilisation en fonction de l'âge? » Ah, il dit oui. Puis ça m'avait beaucoup marqué parce que quand il a répondu, il disait vraiment « Si tu es vieux, 40 ans et plus. » Puis là, ça m'a vraiment choqué parce que pour moi, 40 ans, c'est toi. Si tu es vieux, tu as 40 ans et plus, tu utilises ChatGPT comme un remplaçant de Google. Puis tu vas dedans, puis tu te dis, j'aimerais ça avoir une recette de spaghettis au fromage. Si tu es dans la vingtaine, tu utilises ChatGPT comme un conseiller. Donc, ton conseiller, tu vas lui dire, tu vas prendre une photo de ton réfrigérateur, puis tu vas dire, qu'est-ce que je peux faire avec ce qui est dans mon réfrigérateur? Est-ce qu'il est disponible pas cher chez Métro? Puis ça, c'est l'équivalent en développement logiciel de... Là, j'ai mon ChatGPT qui est à côté puis qui développe du code pour moi. Et il disait, les plus jeunes, qui ont 15 ans, mettons, aujourd'hui, vont l'utiliser comme un operating system. Et quand il a dit ça, j'ai comme fait... Je dis quoi, ça? Un operating system? Tu sais, je ne comprenais pas. La manière que je l'ai compris, c'est effectivement quand j'ai commencé à utiliser les systèmes pour développer du logiciel. Puis je me suis dit, oh, c'est parce que là, j'ai même plus besoin de regarder mon code. J'ai même plus besoin de lui demander qu'est-ce que je devrais manger ce soir en fonction de ce que j'ai dans mon réfrigérateur. C'est carrément, ben tu sais ce que j'ai mangé hier, tu sais ce que j'aime manger, tu sais ce qui est en spécial chez Métro. Je reçois 3 amis, j'en ai un qui est végétarien, fais la commande sur metro.ca, fais-la livrer chez nous, tu sais que je suis avec Loufa Farm, arrange-toi pour ça, et amène-moi. J'ai même plus besoin d'aller moi-même dans le processus de j'achète et je fais la commande. Fait que, puis c'est ça qui est en train de se passer en développement logiciel. Fait que, long détour pour dire que... non, mais c'est quand même la suite des idées, là. Mais si tu prends le travail qu'on fait en développement logiciel, puis tu dis, nous, notre impact, il est qu'on change complètement la manière avec laquelle on développe du logiciel. Ça demande... Puis c'est là où est-ce que... Oui, je vais perdre ma job si j'étais vraiment bon à écrire du code, puis que je voulais pas faire de tests, puis je voulais pas faire de design, puis je voulais pas parler à personne. Moi, j'étais bon à écrire du code, puis c'est tout ce que je faisais dans la vie. Oui, là, ça va être pas mal plus difficile d'avoir une job qui est stimulante. Mais si tu es prête à dire, moi, je vais devenir le coordonnateur d'un paquet de ces agents-là et je vais avoir une capacité à explorer un problem space beaucoup plus large avec une plus petite équipe, plus rapidement, là, je deviens j'ai des superpowers, là. J'ai vraiment des superpowers. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est que les gens qui sont vraiment bons à utiliser les outils se retrouvent à quasiment travailler plus fort que ce qu'ils travaillaient avant. Pourquoi? Parce que là, tu as une équipe qui ne dort plus. Et tu as
parce qu'on est limité sur la quantité d'ordinateurs qui sont disponibles pour faire de l'intelligence artificielle, on est limité sur le nombre de tokens, sur le nombre d'échanges qu'on peut avoir avec un système. Donc là... Autrement dit, quand tu frappes ta limite quotidienne, puis Claude, il dit, Bernard, tu peux continuer à 1h50 ou tu peux payer plus cher. Exactement. Je le vois souvent, celui-là. Mais même quand tu payes plus cher, tu vas quand même atteindre des limites si tu l'utilises comme il faut. Parce que, encore là, tu es en train d'explorer un problem space que tu n'explorais pas nécessairement avant. Tu es en train... Qu'est-ce que tu dis, un problem space? C'est un peu ce que j'appelle le infinite intern mindset dans le livre. L'exemple que je donne dans le livre, je ne sais pas s'il est bon, mais c'est l'exemple que j'avais quand je l'ai écrit. Mettons que toi, tu es un designer de logos, des logos d'entreprise. Tu viens me voir, je te dis, hey, j'ai une nouvelle compagnie, Farid Maire Consultant, je fais de la consultation, blabla, tu vas me poser des questions, tu vas partir dans ton coin, tu vas faire un peu de recherche, tu vas me produire 3-4 variations d'un logo. Je vais te dire, sais-tu quoi, j'aime le logo numéro 1, j'aime vraiment pas le numéro 2, mais j'aime les couleurs, j'aime la barre, j'aime ci, j'aime ça. Tu vas repartir avec ça. Et là, tu vas te retrouver à me revenir une semaine après avec quelques variations. Je vais choisir, puis là, tu vas me produire la valeur finale. La boucle Infinite Intern, c'est quoi? C'est de dire, parle-moi des différents personas à qui tu veux t'adresser. Moi, je m'adresse à des gens d'affaires au Québec, dans telle industrie. Tu vas demander à une intelligence artificielle de te créer des personas pour ça. Donc, tu vas avoir des gens qui vont pouvoir évaluer les logos que tu vas produire. Tu vas avoir toute une série d'agents qui vont pouvoir faire des recherches de logos pour des compagnies qui sont des compétiteurs à toi. Tu vas pouvoir aller chercher l'information de moi sur ce que je veux. Puis, tu vas pouvoir générer 100, 200, 1000, 5000, 10 000, 50 000, 100 000. Je veux dire... Qui nous ramène au paradoxe du choix. C'est ça. Mais aussi, ce que tu décris là, c'est ce qu'on appelle souvent une pratique établie, c'est-à-dire c'est la moyenne des choses. Oui, c'est là où, si tu es capable de bien définir tes personas, là, tu es capable d'avoir des personas qui vont te donner la moyenne de la réponse d'une femme de 60 ans qui habite à Montréal versus un homme de 20 ans qui habite à Wuhan. Puis ces gens-là, oui, ils vont te donner la moyenne de ce qu'ils pensent. Mais si tu es capable d'en avoir 50, tu vas avoir un éventail qui va te permettre de te renseigner sur de l'information que tu n'aurais pas eue avant sans faire d'études. C'était prohibitif de faire ça pour la majorité des entreprises. Là, maintenant, petite compagnie comme moi, je dis, OK, j'ai 1000 piastres à mettre là-dessus. Je vais t'en faire pour 1000 piastres. C'est un petit peu vers ça qu'on s'en va. C'est qu'on se retrouve à avoir la capacité d'explorer des solutions qu'on n'explorait pas avant parce que c'était pas faisable à un coût et dans un temps X. Puis là, aujourd'hui, en informatique, on le voit, on le vit, c'est que là, on est capable de produire, c'est rendu facile de créer une application. Donc, je vais en créer une, je vais la tester, puis si ça fonctionne, je vais continuer. Si ça ne fonctionne pas, je vais créer des variantes. Puis fait que je me retrouve, moi, en tant que développeur, à avoir la possibilité d'en faire plus. Fait que je travaille pas moins. C'est juste j'explore plus. Chaque technologie qui sauve du temps, je trouve. Productif s'ils sont dans un domaine plus technique, parce que la personne qui va être devant ou la compagnie qui va être devant elle va avoir accès à explorer des solutions et arriver ultimement avec une solution, un service qui est de bien meilleure qualité que ce qui aurait pu être fait avant. Maintenant, socialement, est-ce que c'est bon? Tu sais, je vais pas là. Moi, je fais juste dire, j'ai un nouveau marteau, là, puis mon marteau, ce que je vois aujourd'hui en informatique, c'est pas que ça va réduire le nombre de développeurs logiciels, c'est que ça va permettre à plus de gens de développer du logiciel. Right? Bernard, tu es capable de développer du logiciel aujourd'hui. Le problème, c'est que tu vas probablement arriver à un point où tu vas dire « ça m'intéresse pas ». Plein de gens comme ça qui me disent « c'est super le fun ton affaire, là, mais moi, j'ai été en marketing parce que ça me tentait pas de faire de l'informatique.
J'allais en marketing parce que j'avais le goût de toucher les gens, d'inspirer les gens, de convaincre les gens, peu importe la raison pour laquelle ils sont allés dans ce domaine-là. Et donc, quand je leur dis, oui, mais tu es capable de produire ton logiciel ou de faire ton analyse toi-même, la plupart me disent, mais c'est parce que j'ai pas le goût de passer le temps à faire. C'est parce que ça demande quand même du temps. Il faut quand même diriger la machine. Faut quand même... Moi, tu me donnerais un outil qui est capable de faire que je suis capable d'être quelqu'un qui, je sais pas, moi, travaille, mettons, en marketing. Ben, je saurais pas comment interpréter ce qu'il me dit, puis j'aurais pas nécessairement la sensibilité pour aller explorer là-dedans. J'ai la sensibilité pour aller... Pour comprendre le système qui va pour faire alimenter le système, derrière tout ça. mais après ça, l'opérer pour du marketing, c'est pas nécessairement ça qui va me chercher. Fait que je pense qu'il y a encore une valeur pour que les gens aient des spécialités. Leur travail va se transformer beaucoup si on est capable d'utiliser l'intelligence artificielle dans leur domaine. Et au moins à court terme, il va y avoir beaucoup de travail à faire parce que tu es capable d'aller faire plus en moins de temps. Donc, un ami qui est pas pire avec un crayon, tu dis, fais-moi un logo, j'ai une petite business de 2 personnes, j'ai pas les moyens d'aller... Là, maintenant, c'est plus une question de moyens, c'est que ça va être disponible. Donc, ça va baisser la barre et il y a plus de gens, plus de compagnies qui vont être capables d'utiliser puis de faire des choses. Fait que, c'est ça, je pense qu'au final, on va se retrouver à avoir beaucoup plus. Globalement, les gens vont en faire plus que ce qu'on faisait avant. Fait qu'on ne sera pas... C'est le paradoxe de Jevons. Là. S'il y en a qui veulent lire là-dessus, là, c'est super intéressant, de Jevons Paradox. C'est que on travaille pas moins. Là. C'est pas vrai qu'on va se retrouver à... Mais ça, à chaque fois aussi, là, quelqu'un... Ceux qui mènent la façon de révolution, je veux dire, je pense que c'est historique, là, tu le vois toujours là, dans le discours de « Ah, tout le monde doit se poser la question, qu'est-ce qu'ils vont faire avec tout ce temps? » Ça a été dit pendant la période industrielle, Bill Gates l'a dit en 89, Sam Altman, qui est probablement pas un robot, l'a dit aussi, là, de même, mais lui, il est vraiment mauvais. Lui, il faudrait vraiment qu'il arrête de prendre la parole sur des choses qui sont pas techniques. Là. En tout respect, là, il est vraiment pas bon. Là. C'est comme, wow! Tu le vois quand la cassette à part. Façon de parler. Mais ça c'est de même. Mais juste pour le fun, j'ai été chercher une couple de chiffres là, par rapport à ça parce que je me suis dit, est-ce que c'est justement aussi mauvais que ça? Puis on voit beaucoup dans les états financiers, dans les annonces, les grosses entreprises en techno, ton Silicon Valley, des annonces des affaires qui se font, ils démolissent des départements, ils scrapent ça, des dizaines de milliers d'emplois, soit pour des gains en intelligence artificielle ou pour investir davantage en intelligence artificielle. Puis je me suis posé la question de, c'est-tu legit? Parce que j'ai déjà été en relation aux investisseurs. Puis des fois, c'est bien pratique. Tu sais, c'est comme, la COVID. Fait que tout le monde qui avait des mauvais résultats à domper, les a dompés, puis a dit, vous savez, la COVID. La COVID avait le dos large. Puis, j'ai regardé les chiffres, les mises à pied, l'aide moi-même de mes petits chercheurs. Bien sûr. Fait que tu vois, Meta qui a coupé des dizaines de milliers de postes, effectivement, sont rendus à leur niveau de 2021. Je pense qu'il y a une correction. On a trop embauché en mode pandémie, puis tout le monde, en tout respect, il y a du monde qui travaille bien de la maison, mais c'est pas une majorité. Côté réelle productivité. Fait que c'est... Puis il y avait juste un massive hiring, cheap capital, tout s'est mis ensemble. Fait que tu vois, dans le cas de Meta, Facebook et Instagram, les effectifs sont revenus à leur niveau 2021. Puis Microsoft a essentiellement une réduction de 7% de sa main-d'œuvre, qui est énorme, là, parce que c'est énorme Microsoft. Mais l'entreprise a 47% plus d'employés qu'en 2019. Fait qu'ils sont quand même une fois et demie ce qui était pré-pandémie, même si on coupé tout récemment. Puis 18% pour Oracle, base de données, Larry Ellison, il y a 18% du personnel qui ont été coupés pour des gains d'efficacité en IA. Mais si tu regardes l'ensemble des choses, c'est comme, OK, c'est juste, on dirait que c'est plus une correction. Fait que, tu sais, même, je comprends qu'il va y avoir une grosse migration, un gros shift, mais si on regarde, j'ai l'impression des fois là, qu'il n'y a aucune de ces compagnies-là qui est rentable en ce moment avec tout ce qui est l'intelligence artificielle. C'est des cash burn solides. Puis ils ont besoin du pitch de l'apocalypse. Clairement. Ils ont besoin de ceci va tout changer forever pour pouvoir continuer à justifier un investissement qui est potentiellement irrationnel. Purement si on regarde les chiffres. Là. Je serais curieux de t'entendre un peu là-dessus. Là, Et bon, évidemment, c'est pas ma spécialité. Puis
puis je suis comme toi, je lis beaucoup, puis on voit les chiffres. Je pense que l'impact de l'intelligence artificielle dans le monde réel se fait attendre. Encore aujourd'hui, dans la majorité des industries, tu sais, quand je pose des questions, je fais des conférences, puis je pose des questions, qui l'utilisent, bon, qu'est-ce que vous faites? C'est beaucoup personal productivity. C'est beaucoup, je m'en sers comme un remplaçant de Google. C'est juste plus rapide. Ça va bien. Ça m'aide à faire la synthèse de documents. Oui, ça m'aide à produire certains des documents que je veux produire. Mais est-ce que ça vous a vraiment permis de développer quelque chose de nouveau, de faire des choses que vous ne faisiez pas avant? C'est très rare. Ah ouais, hein? Encore. C'est quoi des utilisations que tu aurais vues dans ce cas-là qui t'a été « Wow, ça, c'est donc bien cool ». Je reviens beaucoup dans mon domaine, là, en développement logiciel. Mm-hmm. Là, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont en train de se passer. En service à la clientèle, je vois beaucoup. Mais tu sais, service à la clientèle, super intéressant, l'exemple de IKEA. IKEA a mis en place un chatbot. S'est rendu compte que le chatbot était capable de répondre à, je sais pas moi, 53% des questions de manière automatisée, avec un bon niveau de succès, avec des consommateurs qui étaient contents de leur interaction. Tu sais, c'est quand même pas pire, là, 1 sur 2. Et ils sont allés un niveau plus loin en disant, là, est-ce que ça veut dire que sur mes, je sais pas, 2500 personnes au service à la clientèle, je peux en mettre la moitié dehors? Parce que la question se pose, tu sais, je vais avoir la moitié de volume. Ils ont regardé quelles questions le chatbot n'arrivait pas à répondre correctement. Et ils se sont rendus compte que la plupart des questions, c'était des questions de design. C'est que les gens, ils ne posaient pas des questions sur c'est quoi votre heure d'ouverture, j'ai un problème avec ma commande. Tel retour garanti. C'était vraiment genre, j'ai pris l'étagère Hardvart, un tel, mais dans mon salon, qu'est-ce qui irait bien avec? Qu'est-ce qui serait un bon sofa, divan, table, chaise, peu importe. Et donc, l'expertise des ressources en service à la clientèle devenait moins du service client et un petit peu du design. Donc, au lieu de mettre ces gens-là à la porte, ils les ont pris, ils les ont reskillés et ils en ont créé des designers. Ils en ont fait des designers. Ouais, nice. Et ils ont isolé ces gens-là dans un groupe qui a généré la première année 1 milliard de revenus supplémentaires pour IKEA. Est-ce que c'est beaucoup ou pas dans le contexte d'IKEA? Je ne sais pas. Mais le chiffre en absolu, pour moi, j'allais dire, est vraiment bon. Même quand tu es gros, comme IKEA, 1 milliard, ça passe pas inaperçu. Et c'est le genre de nouvelle que quand je l'ai lu, j'ai dit non, c'est pas vrai, il faut que j'aille voir. J'ai effectivement trouvé le case study autour de ça. Maintenant, est-ce que c'est répétable? Est-ce que c'est juste 1 an? Est-ce que c'était... Tu sais, là, il y a un paquet d'autres questions qu'il faut se poser. Mais le point, c'est il y a définitivement des gens qui étaient au service à la clientèle qui n'ont pas été capables de se reskiller et qui, eux, vont avoir beaucoup de misère et potentiellement pourraient perdre leur job à cause de l'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, là, des gens qui vraiment, leur travail de 9 h le matin à 5 h le soir peut être complètement automatisé par un système d'intelligence artificielle, je ne dis pas que c'est pas possible de le faire, mais d'un point de vue informatique, c'est souvent beaucoup de travail. Tu le sais, tu as travaillé dans la même industrie que moi. Entre faire un prototype et arriver à mettre quelque chose en production qui fonctionne tout le temps, dans tous les cas, qui est capable d'avoir des bénéfices mesurables, répétables, à long terme, pour te permettre, en tant qu'employeur, de dire « OK, là, je suis capable de remplacer X nombre de personnes dans mes équipes », où il se passe plusieurs mois, voire années, avant que ça soit possible. Et souvent, puis c'est là où j'essaie de ramener les gens qui me parlent et qui me disent « Bien là, on va perdre nos jobs », c'est parce que c'est pas parce que la technologie est capable de faire quelque chose que son implémentation dans une organisation
va amener des bénéfices à court terme. Le iPhone existe depuis 2007. C'est une révolution. Ça a pris plusieurs années avant qu'on arrive à avoir les différentes applications qui fonctionnent et la batterie qui est suffisante et le réseau 3G, 4G, 5G qui nous permet d'avoir de la mobilité puis des données partout. Ça fait pas très, très longtemps qu'on est capable d'avoir un niveau d'autonomie puis de dire « je suis capable de tout faire sur mon téléphone, j'ai plus besoin d'ordinateur ». La promesse était là en 2007. La promesse était là en 2000 quand on a commencé à avoir des BlackBerry. Mais c'est pas parce que la promesse est là que l'implémentation va se faire facilement, rapidement. Je te donne un autre exemple. Dans un domaine qui est réglementé, celui de la santé. Tu es capable de faire beaucoup avec l'intelligence artificielle. C'est un des domaines, quand tu parlais tantôt de la reconnaissance de l'objet, je pense aux radiologues, puis à tout ça, là, c'est... Absolument. Mais c'est pas parce que tu es capable de remplacer une tâche d'un radiologiste à un certain moment donné que tu es capable de dire « j'ai plus besoin de radiologiste ». Et après ça, tu as le côté réglementaire dans tout ça. C'est que c'est un domaine qui est hyper réglementé. Puis effectivement, en tant que patient, je préfère qu'on adopte la technologie peut-être moins rapidement dans ce domaine-là parce que les conséquences d'une erreur sont beaucoup plus grandes que celles en informatique. Par exemple, quand je fais un logiciel, j'ai un système d'intelligence artificielle qui va m'aider à produire du code. Si le code ne marche pas, ben au pire, je recommence. T'sais, on peut faire des bugs comme ça. Personne ne va mourir quand je suis en train de développer le logiciel si je fais une erreur. Si tu fais une erreur avec un système qui est dans le domaine de la santé ou de la finance ou du droit ou de la comptabilité, mais c'est tous des domaines où théoriquement, tu es capable d'appliquer l'intelligence artificielle. Les avocats travaillent avec du texte. Je veux dire, c'est quoi qui est plus 100% loin? Texte, recherche, interprétation. Exactement. Alors, dans ce contexte-là, est-ce que je veux remplacer mon avocat par un système d'intelligence artificielle? Ça serait le fun de pouvoir blâmer quelqu'un si ça ne marche pas. Tu sais, c'est le fun d'avoir de l'imputabilité quand tu as une interaction sur un domaine qui peut avoir des conséquences importantes en droit, par exemple. J'aime ça avoir une conversation avec un humain. J'aime ça que quelqu'un puisse dire « oui, c'est la meilleure solution, ou c'est la meilleure décision pour toi, ou t'es correct ». Je m'attends à ce qu'il utilise l'intelligence artificielle. Je m'attends à ce qu'il utilise les meilleurs outils pour être le plus efficace possible et me charger le moins cher possible. Ah, ça, le deuxième point. Mais cette interaction humaine-là, d'avoir quelqu'un qui prend la responsabilité, j'aime ça l'avoir. Est-ce que je suis capable d'avoir le même niveau d'imputabilité avec ChatGPT? J'upload un contrat d'emploi, puis je dis, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? S'il n'a pas vu quelque chose, il n'y aura pas d'imputabilité. Fait que, tu sais, c'est là où je pense que l'inertie du monde réel va prendre le dessus. C'est pas parce que la technologie est capable de le faire que ça va aller hyper rapidement. Puis, si c'est capable de pénétrer un domaine, un métier, il y a quand même un paquet de travaux connexes qui, eux, soit peuvent pas être bien faits avec l'intelligence artificielle pour l'instant, ou s'ils peuvent le faire, je préfère quand même avoir une interaction avec un humain pour un paquet de raisons. Ceci étant dit, si j'ai pas le choix, si je n'ai pas les moyens de voir un avocat, parce que j'ai pas les moyens de me payer les services d'un avocat, et que j'ai à ma disposition un ChatGPT, c'est sûr que je vais aller vers un ChatGPT. Puis je vais préférer l'alternative. Tu sais, je suis mieux d'avoir une partie du service que rien du tout. Oui. Entre ça, puis se représenter soi-même avec un livre de bibliothèque et des principes. Et des principes, t'es quand même mieux de pouvoir demander à un ChatGPT ou un outil comme ça que tu vas payer un prix X, puis qui va être capable de dire « OK, moi, je suis spécialisé dans le droit québécois. Je répète à payer un certain montant pour ça. » Dans certains contextes. Même chose dans la santé. Dans la santé, si... Tu sais, puis nous, on est chanceux au Québec,
notre système de santé nous permet d'avoir une accessibilité à tous. Il y a plein de pays où c'est pas le cas. Il y a plein de pays où tu peux pas voir un médecin si tu n'es pas capable de payer avant de voir ton médecin avec ta carte de crédit. Donc là, l'alternative d'avoir un système qui, oui, peut-être va me donner une fois sur 100 un diagnostic qui est mauvais ou va halluciner des choses, mais dans un petit nombre de cas, c'est quand même mieux que rien à voir, selon moi. Ouais. T'sais? Fait que je pense que ça va arriver. Je ne sais pas si c'est clair, là, mais... Oui, ben en vrai dire, on jasait l'autre jour avec Salim Midrissi, lui, commentateur politique, puis on parlait de niveler par le bas. Puis ce que tu me décris là, ça a l'air d'être nivelé par le haut, c'est-à-dire que les use cases, les cas d'utilisation, dans, comment je pourrais dire, où les gens seraient dans un très désavantagés, là, le sont par simplement l'accès à non seulement l'information, mais à l'intelligence, qui est une des lignes avec lesquelles tu ouvres dans le livre. Là. Vraiment, ça démocratise l'intelligence au-delà de l'information. C'est exactement ça. Puis, tu sais, je pense que globalement, ça va être positif pour la société, en espérant que le négatif n'arrive pas à un point qui est existentiel, puis on perd complètement le contrôle dessus. Je m'y connais pas assez là-dedans. Puis on a des compagnies au Québec comme Law Zero avec Yoshua Bengio qui effectivement sont en train d'explorer toutes ces questions-là, puis ils font bien, puis bravo. Mais quand même, globalement, tu sais, si tu regardes... Moi, j'aime ça regarder en arrière pour pouvoir prédire un petit peu ce qui est en avant. Si tu regardes en arrière, il y a 100 ans, je pense qu'aujourd'hui, la majorité des gens sont mieux que les plus nantis l'étaient il y a 100, 150, 200 ans. Il y a 150 ans, la douche chaude n'existait pas. Tu as écouté le même podcast que moi. Absolument. Mais c'est quelque chose qui est fascinant. Quand je regarde... Ma mère est née en 1930, mon père en 1925. Quand je regarde comment ils ont été élevés, ma mère, elle habitait en campagne au Québec, là, avec pas l'eau courante, pas d'électricité. Tu sais, quand t'es né, là, il n'y avait pas de téléphone où il y avait une ligne pour tout le rang. Il n'y avait définitivement pas la télé. Il n'y avait pas d'automobile. Ça fait pas 8000 ans, là. Ouais. Une génération. Ma mère et moi. Moi, j'ai jamais manqué d'eau chaude. J'ai jamais connu autre chose qu'aller au supermarché puis avoir des aliments qui sont disponibles. En une génération, on a été capable de passer de la majorité des gens travaillaient dans des fermes. En fait, c'est plus il y a 150 ans, là, mais mettons que si tu retournes en 1800 versus en l'an 2000, là, mettons 200 ans, la majorité des gens étaient des agriculteurs. C'est-à-dire qu'ils travaillaient pour se nourrir. Fait que tout ce qu'on... Donc, en 200 ans, on se retrouve à avoir... je vais au centre d'achat, puis c'est disponible, puis je peux manger des kiwis en hiver. Des fraises en février. C'est une aberration pour moi de penser qu'on est capable de faire ça, puis de penser que c'est normal de manger des oranges n'importe quand dans l'année. Donc, ça s'est fait en 200 ans. Donc, si je disais ce qui me préoccupe aujourd'hui, si je retournais il y a 200 ans puis je leur disais ce qui me préoccupe aujourd'hui, les gens me diraient « Mais c'est futile. Les problèmes que tu te poses, là, ça n'a rien à voir par rapport aux vrais problèmes et à la vraie vie qui est « je survis, manger puis me protéger ». Aujourd'hui, pas le cas du tout. Donc, si tu pousses ça 50 ans ou 100 ans plus loin, le genre de problème qui va devenir la réalité de quelqu'un en 2100 versus nous va être grandement influencé par ce que l'intelligence artificielle est capable de faire. C'est-à-dire d'être capable d'automatiser des activités qui aujourd'hui demandent un humain, demandent un meet computer, là, comme les gens en informatique nous appellent. Un meet computer, tu es obligé d'avoir ça parce que tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas avoir de recommandations légales sans voir un avocat parce que
tu n'as juste pas assez de temps dans une vie de lire puis de comprendre qu'on tu as besoin de cette expertise-là. Même chose pour un comptable. Puis encore plus pour un chimiste ou un médecin ou peu importe. Quand ça va devenir disponible à tous, ça ne veut pas dire qu'il ne restera pas des médecins puis des comptables et tout ça. Leur métier va changer, mais ça va démocratiser l'accès à cette intelligence-là, de la même manière que Wikipédia a démocratisé l'accès à la connaissance ou à l'information avec l'Internet. C'est au milieu, je vais dire, du Sahara ou de l'Afrique ou de n'importe quel pays qui était peut-être moins développé que nous. Tu as un ordinateur avec une connexion Internet, tu as accès à la même chose que n'importe qui a, mettons, 50 ans, devait aller dans une école, une université, à être formé à grands frais. Là, c'est disponible à n'importe qui parce que l'Internet était là. Ça va être la même chose avec l'intelligence artificielle. Je sais pas si ça... Ben vraiment, fait que toi, quand tu dis ça démocratise l'intelligence, mais tu sais, à l'inverse de ça, c'est facile d'être déçu de ce qu'on fait avec toute cette information. Tu sais, tu me dis, on a démocratisé... Tu sais, si on a démocratisé l'information, puis si on démocratise l'intelligence, ben puis là, je vais mettre mon chapeau à l'agent-Luc Mongrain, mais je suis pas convaincu que tout le monde est plus informé et plus intelligent aujourd'hui. Je suis d'accord. De la même manière que ça veut pas dire que parce qu'on est capable d'avoir accès à de l'alimentation plus facilement qu'il y a 200 ans. Si je refais mon parallèle avec l'agriculture, ça ne veut pas dire qu'on mange mieux. Ouais. Alors que tout est là. Tout est là. L'information est là. On sait qu'est-ce qui est bon et pas bon pour nous. On sait que c'est pas bon de rester statique, c'est bon de faire de l'exercice, c'est bon. On le sait, l'information est connue. Ça ne veut pas dire qu'on le fait. Donc, c'est pas parce que je vais avoir accès à l'intelligence de manière beaucoup plus facile Immédiate, ben oui. et immédiate que je vais me retrouver à avoir l'humain en général qui va être plus intelligent. Je sais pas si ça fait du sens, non, là, vraiment. mais... Le principe de, oui, je le sais que ça va me tuer, mais j'aime ça fumer, ou boire, ou la c'est crème plus glacée, facile, ou c'est... peu importe. Peu Là, importe. Puis- donc, c'est pas l'information qui manque. Là, Non. Et donc, l'exemple que j'utilise, puis encore là, je ne suis pas connu pour mes exemples, là, mais aujourd'hui, si tu veux aller au Japon, puis tu sors de Tokyo, Kyoto, les grandes villes, la plupart des gens parlent japonais, très peu anglais. Si tu veux avoir une conversation avec eux, tu peux commencer à faire du Google Translate, là. Mais si tu veux vraiment aller t'établir là-bas, il faut que tu apprennes la langue. Il faut que tu apprennes une deuxième langue. C'est de la job d'apprendre une deuxième langue, japonais ou autre. Si dans 5 ans, 10 ans, je suis capable d'avoir mes headphones ou mes lunettes qui vont faire de la traduction simultanée de ce que j'entends. Donc, tu me parles en japonais, je t'entends en français. Je te parle en français, tu m'entends en japonais. Avec peu de délai. Pourquoi j'apprendrais une nouvelle langue? Tu sais, là, la question se pose. Pourquoi j'apprendrais une nouvelle langue? Fait que si j'étais jeune, de 15 ans ou de 10 ans ou de 12 ans, puis je disais à l'école, il faut que tu apprennes à bien écrire le français. Mais là, pourquoi j'ai besoin de bien écrire le français? J'ai ChatGPT. Il faut que tu apprennes l'anglais parce que plein de gens parlent anglais. Pourquoi j'ai besoin? J'ai juste à demander à Google Translate. Là, on tombe ailleurs. C'est que là, tu n'es plus obligé pour vivre. C'est quelque chose qui va te permettre de développer ton cerveau. Ça, j'allais dire, là, tout ça me semble pas des purement positifs. Parce que tu dis démocratiser l'intelligence, mais une partie de ça que j'entends, c'est de déléguer l'intelligence. C'est que tu deviens pas le genre... C'est comme la personne qui va au gym à chaque jour. Continue, tu t'en vas à la même place que moi. Vas-y. Ben, la plus grosse, je crois, selon le monde que je connais, mais le plus gros payoff d'être la personne qui va au gym à chaque jour, c'est que tu deviens le genre de personne qui fait ça et non, tu vas juste être en forme. Oui, tu vas être en forme. Mais c'est que tu deviens le type de personne. Fait que là, si tu me dis, j'ai pas besoin de faire d'efforts de ci, j'ai pas besoin de développer ça, on sait que dans le cerveau, la neuroplasticité, d'apprendre une nouvelle langue, ça ouvre une série de dimensions
dans la tête, là, des neurones, je présume. Ouais. Là. Puis, si on délègue toute l'intelligence, ben, ça augure mal pour le cerveau. Là. Dans le livre, j'appelle ça « Train your brain like a muscle ». C'est un des mindsets. Bon, j'ai-tu te révéler que j'ai pas lu au complet le livre, là? Je suis rendu à moitié, là. Non, mais c'est ça. C'est plus loin que la moitié dans le livre. Mais effectivement, j'ai un des mindsets que j'ai mis dedans. Justement, en faisant cette réflexion-là, de dire, mais pourquoi j'apprendrais des langues? Pourquoi j'apprendrais? Et là, le parallèle, c'est évidemment, moi, quand j'étais jeune, je connaissais les numéros de téléphone de tous mes amis, de tout le monde dans ma famille. Y en a-tu un que tu te rappelles qui te vient à l'esprit live, là? 0. Ah, même pas un seul? Ah non, j'ai tout Même pas oublié ça. ton premier crush, là, ou rien? Puis probablement que tu me le dirais, puis j'aurais tendance à dire, ça me dit quelque chose, ça. OK. Tu sais, ça serait Mais loin à ce dans mon point, hard tu sais, disk. je pose la question. Mais À ce point, toi, c'est complètement... Il n'y a plus de fichier, là. Complètement évacué. Wow. J'ai de la misère à me rappeler le numéro de téléphone de ma femme. J'ai vraiment, là, des fois, je me dis, c'est ça ou ça? Parce que j'ai jamais à le composer. Fait que ça, c'est quelque chose qui a été comme documenté avec l'arrivée de Google. C'est le Google Brain. Ouais. Le Google Brain, c'est le fait que ton cerveau change parce qu'il y a de l'information que tu décides de ne plus retenir parce que tu sais que tu y as accès. Ouais. Ben, tu passes de l'information à l'intelligence, ça va être la même chose. Tu sais, encore là, quand j'étais jeune, les calculatrices arrivaient sur le marché. Puis les professeurs nous disaient, vous n'avez pas d'utiliser les calculatrices pour faire vos examens. On trouvait ça bien niaiseux. On disait, ben là, c'est maintenant à faire des additions, des divisions. Premièrement, ça ne fera pas d'erreur. Puis deuxièmement, ça va être bien plus rapide que moi. L'objectif, c'était pas de faire le calcul. Je ne le comprenais pas à ce moment-là. Là. C'était d'entraîner mon cerveau à être capable de penser d'une certaine manière, right? Qui est une manière scientifique. Mais, tu sais, ça t'arrive, toi aussi, je suppose, tu lis un livre, puis tu vois plus jamais la vie de la même manière à partir du moment où tu as lu ce livre-là. Peu importe le livre, là, ça peut être un livre de science-fiction, ça peut être plein de choses. Oui, j'en ai eu quelques-uns, oui. Pourquoi? Parce que ça a changé quelque chose dans ton cerveau. Right? Oui, moi, j'appelle ça une lentille. Là. De quoi? Ça veut dire que ça change la lentille. Ça change la lentille. Une nouvelle lentille, t'es comme, oh! Absolument. Fait donc, même si ce n'est plus nécessaire de lire un contrat parce que tu es capable de demander à de l'intelligence artificielle de te le résumer puis de te faire sortir les points importants, dans certains contextes, c'est peut-être super important de lire le contrat quand même. Parce que tu es le CEO d'une compagnie ou tu es le directeur général. Puis il faut que tu comprennes ce qu'il y a dedans pour être capable d'avoir la prochaine conversation qui, elle, va faire partie de la négociation X avec ton client. Puis comment on va être capable d'expliquer ça aux enfants, de dire tu as cette machine qui permet de penser pour toi, mais je vais t'obliger à faire le travail quand même? Je ne sais pas. Ben, puis je dis les enfants parce que c'est eux qui vont à l'école, là, mais ça va être vrai à tous les âges. La prochaine là. génération. À tous les âges. Mais tu sais, dans cette optique-là, admettons, tu sais, si on regarde souvent le côté avocat, c'est le côté A contre B. Ou A versus B, c'est-à-dire que tu as deux parties, puis même si on veut trouver une entente commune de ce côté-là, tout le monde tire un peu pour avoir le plus avantageux, pour bien représenter, pour avoir ça. Puis, ce que j'imagine, maintenant que tu m'en parles comme ça, disons que tu fais un contrat. Disons, Farid veut faire un contrat avec Bernard, let's go de même. Ben, pourquoi on ne se mettrait pas ensemble pour mettre notre IA au milieu, puis on dit voici nos soucis individuels, quasiment en médiation. Versus, là, au lieu de tu fais ton contrat, je lis le contrat, tu sais, parce que ça devient finalement mon AI contre ton AI et nos interprétations, mais on aurait la logique aussi de juste pourquoi on ne s'entend pas sur quel AI on utilise, puis on rédige ensemble un truc comme ça. C'est fait. Ça me semblerait. Ce que j'entends que tu me dis, c'est pourquoi on ne créerait pas des agents qui vont pouvoir nous représenter dans une négociation ou dans un achat, par exemple. L'exemple qu'on utilise tout le temps, c'est je veux me magasiner un voyage en Italie au mois de juillet pour 2 personnes, blablabla. Pourquoi j'ai besoin d'aller chercher? Je pourrais déléguer un agent puis lui dire tu connais mon budget,
tu sais ce que je veux, tu as assez parlé avec moi là, ou tu as assez lu sur ce qui m'intéresse, vas-y, puis négocie pour moi, puis trouve-moi le meilleur deal ou reviens-moi avec les 2 meilleurs ou les 3 meilleurs que tu penses. Puis si tu vois vraiment quelque chose de bon, donne mon numéro de carte de crédit, puis tu es capable de mettre. Toi, t'es rendu là? Tu as donné ta carte de crédit à ChatGPT? Non, je suis vraiment pas rendu là. Mais je pense qu'on s'en va dans cette direction. Et encore là, en informatique, les développeurs logiciels, on commence à avoir ces fonctionnalités-là qui nous sont disponibles. C'est-à-dire qu'on est en train... Est-ce que tu connais OpenClaw? Un petit C'est peu. un homard, là? Bon. Ouais. Bon. C'est récent, c'est correct, là, c'est pas grave que les gens connaissent pas ça. C'est hyper geek. Puis ça m'a pris un bout de temps même de comprendre pourquoi c'est intéressant. C'est un agent que tu peux installer sur ton ordinateur qui est capable de faire des tâches on your behalf. Cet agent-là, tu vas l'entraîner, mais tu vas aussi lui donner des accès. Autrement dit, lui permettre d'envoyer des emails, lui permettre de changer emails, ton calendrier. Changer ton calendrier, qui va être capable, tu vas lui donner... De se connecter à des trucs pour toi. Les clés pour être capable d'accéder à ces systèmes en ton nom. Pour réaliser des tâches qui aujourd'hui sont des tâches très mondaines, très basic. Souvent, c'est de la gestion d'informations, c'est du ménage, c'est des réponses à des emails. Des choses qui ne sont pas hyper conséquentes en termes... Que tu expliques dans le livre, là? Oui, Okay. mais il y a effectivement un équilibre à trouver parce que si tu lui donnes cette autonomie-là... OK, parenthèse, on reviendra ici, là, mais... La manière que moi, je vois... Tu sais, je t'ai dit, l'intelligence artificielle nous permet de faire 3 choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Créer ou comprendre du texte, créer ou comprendre du son, créer ou comprendre l'image. Ça, c'est la prémisse pour dire j'ai un nouveau marteau. Mais après ça, ce marteau-là, comment... Quand je parle à des gens d'affaires, ils disent, ben moi, j'irai pas... Tu sais, le marteau, j'irai pas le faire moi-même. Je vais le faire par d'autres. Parfait. Qu'est-ce que je peux faire demain matin? Tu me parles aujourd'hui, on est mardi. Qu'est-ce que je peux faire demain, mercredi, qui était différent de ce que je faisais aujourd'hui? Puis j'ai dit, tu as 3 leviers que tu peux actionner en utilisant l'intelligence artificielle. Tu as un levier de numérisation, en anglais digitization. Mm-hmm. Tu as un levier d'automatisation. Puis tu as un levier d'autonomie. Et quand tu penses à un système ou un agent d'intelligence artificielle, là, il y a un lien dans ce que je dis, là, je vais revenir tranquillement. Là. Fait que ton agent ou le système d'intelligence artificielle te permet de faire de la numérisation, de l'automatisation ou de l'autonomie. Mais aujourd'hui, on est capable de donner de l'autonomie. C'est là que je reviens à mon agent à qui je délègue de l'autonomie. Puis là, si encore là, mon slider allait de 0 à 100, bien là, probablement que tu es capable de te rendre de 0 à 1000. Là. Parce que vraiment, tu es capable d'aller beaucoup plus loin en termes d'autonomie. C'est quelque chose qu'on a très peu exploré. Donc, on avait exploré pas mal en numérisation. Tu es capable de te rendre plus loin. On avait exploré pas mal en automatisation. On est capable de se rendre beaucoup plus loin parce que toutes les tâches dans un processus qui devaient être des tâches manuelles, la plupart peuvent être automatisées. Mais en termes d'autonomie, on avait peu exploré cet élément-là. Par contre, on le fait beaucoup avec des humains. J'ai de l'autonomie. Mon comptable, c'est lui qui a produit mon rapport d'impôt. Produis mon truc, dis-moi ce que j'ai à payer, puis envoie-les pour moi. Parce qu'il y a un niveau de confiance qui est établi entre les deux. Ça fait 30 ans que j'ai le même. Il me connaît, il connaît mes enfants, il connaît ma famille, il connaît mon entreprise, il connaît mon contexte. C'est ça que j'allais dire, dans le sens de l'intelligence artificielle. C'est le contexte, ça. C'est fournir le contexte. Là. C'est voici tout ce que tu as besoin de savoir. Là. Exactement. Donc, l'opportunité qu'on a devant nous, c'est d'avoir une série d'agents qui non seulement vont être capables de comprendre ce qui se passe, digitalisation, non seulement être capable d'automatiser certaines des tâches. Puis c'est surtout à ça qu'on pense quand on passe à de l'intelligence artificielle, je pense aujourd'hui, des systèmes qui vont nous permettre d'automatiser la production d'un texte, automatiser la lecture d'une radio,
automatiser, je sais pas moi, la production d'une publicité sur les réseaux sociaux. La régularisation du son sur un podcast. Par exemple. Qui n'a rien à voir avec le texte, mais qui est exactement les mêmes technologies derrière. Parce qu'au final, c'est juste des 0 et des 1. Une fois que tu as converti le son en numérique, ben, ça ressemble pas mal à du texte. Mais le côté autonomie, là, ça devient hyper intéressant. Je reviens à mon Open Cloud de tout à l'heure. Donc là, j'ai un système que j'installe dans mon laptop. Là, mettons, c'est pas recommandé, là. Mettons, je me suis acheté un laptop et j'ai beaucoup de Mac mini qui ont été vendus dans les derniers mois juste pour installer ces systèmes-là pour qu'ils puissent tourner. Donc, tu installes OpenCloud dans un Mac mini et c'est ton agent. Tu lui donnes accès à ton calendrier, ton email, tu lui donnes accès à Notion, tu lui donnes accès à ton CRM si tu as un CRM dans ton entreprise, tu lui donnes tes comptes, là, ton username, password. Ça, tu dis, dans le fond, ça, tu lui donnes vraiment, fait que là, juste pour qu'on soit clair, agent, dans le fond, c'est qu'on crée une mini-entité qui agit en notre nom et, si tout va bien, en notre intérêt. Oui. Et donc, qui a l'autonomie. Parfait. Puis là, c'est ça, tu es en train de donner, tu dis, voici, programme, agent, mes passwords de Facebook, par exemple, admettons, d'Instagram, de Gmail ou de ton chose comme ça, ton CRM, comme tu dis à ce niveau-là, potentiellement même ton BMO Desjardins, ta whatever. Carte de crédit, ton Wealth Simple, Absolument. Parfait. Je vais juste le mettre en contexte pour qu'on soit clair là-dessus. Donc, cet agent-là, qui tourne sur l'ordinateur, il est capable de faire du travail. Fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait, ces systèmes-là? C'est que tu lui dis, à la base, tu lui donnes un document le nom, je le trouve magnifique, s'appelle le Soul.md, le Soul, S-O-U-L, l'âme. C'est un document dans lequel tu vas lui donner une âme, tu vas lui dire comment il doit se comporter. Je veux que tu te comportes de telle manière dans telle situation. Je veux que tu fasses cette chose. Je veux que tu sois mon meilleur représentant pour que mes dossiers soient toujours bien classés sur mon ordinateur. Je prends quelque chose de trivial, là, qui est pas confrontant pour la plupart des gens. Là, on design notre entité, notre interlocuteur, notre agent. Là, vraiment, on y inculque des « réponds-moi de telle manière, je préfère ceci ». Et représente-moi de telle manière. Et tu sais, j'avais classé mes documents d'une certaine manière. Je me rends compte que c'est pas nécessairement la meilleure manière de les classer. Classe-les différemment et à partir de maintenant, classe-les de cette moi. J'aime pas ça avoir un fouillis sur mon bureau. J'aimerais ça avoir différents dossiers. Trouve-moi les meilleurs dossiers à créer. Trouve-moi le meilleur arrangement là-dedans. Mets les documents là-dedans. Ça, il va faire ça une fois. Tu peux même l'automatiser pour lui dire « Hey, fais ça régulièrement. » le ménage une fois par semaine. Mais il y a un côté aussi d'autonomie qui va regarder puis qui va dire « Oui, mais c'est parce que tu m'as dit ailleurs que tu n'aimais pas avoir le genre de documents, tu n'aimes pas ça les conserver sur ton ordinateur de manière non encryptée. J'ai trouvé ça en faisant le ménage, j'ai trouvé telle chose, j'ai fait le ménage, je les ai encryptés pour toi, je les ai mis là. » On est en train d'arriver avec ces systèmes-là. C'est que là, tu as des systèmes qui vont de manière autonome travailler sur des choses qui sont hyper personnelles à toi et qui vont être capables de le faire en t'informant du résultat. Ils ne te demanderont pas... Tu sais, c'est pas la même chose que de dire « Je pense qu'il y a ça, est-ce que tu veux que je le fasse? » Versus « J'ai regardé ce qu'on faisait et voici le résultat. J'ai réorganisé votre horaire de famille parce que je trouve que vous n'avez pas assez de temps ensemble, toi et ta blonde. Donc, j'ai booké une gardienne pour samedi, j'ai réservé un restaurant puis tout ça. » Tu n'y as jamais dit de faire ça, mais dans le Soul.md, tu dis « C'est important pour moi de passer du temps avec ma blonde, ma femme. »
minimalement, tu sais, régulièrement. C'est le genre de choses que tu dis dans un... Fait que c'est une directive à très haut niveau. Si tu parlais à un ami, c'est là où moi j'anthropomorphise beaucoup la patente, là. Et tu te retrouves à avoir un système où est-ce que tu es capable, qui est capable justement de prendre des décisions, mais à un niveau hyper personnel. Des décisions et des actions. Là, des actions. Tu sais, j'ai vu dans ton horaire, puis les exemples que je donne sont pas très bons parce que j'ai pas beaucoup expérimenté là-dedans. Les exemples que je te donne de réorganiser un horaire viennent de quelqu'un qui travaille chez Anthropic, qui a fait ce genre de choses-là en utilisant Cloud Code et OpenClaw, etc. Là. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui s'est dit, je vais aller plus loin. Elle s'en est créé 4 des agents comme ça. Elle leur a donné des noms avec des responsabilités bien spécifiques par rapport à son horaire personnel, par rapport à son horaire professionnel, par rapport aux activités de ses enfants. Elle a automatisé sa vie avec des agents qui, comme ça, travaillent et prennent des décisions et écrivent à son chum parce qu'elle est prise dans un rendez-vous. Pas besoin de le dire, mais il y avait un conflit. Ah, ton chum peut aller chercher les enfants à la garderie ou à l'école cet après-midi. Je vais lui envoyer un message. Je vais vous envoyer à tous les deux un message. Ça devait être Ginette qui allait chercher les enfants à l'école. Non, ça va être Farid. Puis, c'est un travail vraiment de cours d'eau. Exact. Mais c'est là où d'avoir des agents, d'avoir des systèmes qui deviennent autonomes, qui travaillent on your behalf, ça va faire partie de nos vies de plus en plus. Ça va nous amener à un point où on va avoir besoin de 2 choses. Leur donner un contexte de ta vie, parce que tu ne veux pas qu'ils te posent plein de questions. Tu veux qu'ils soient capables de répondre aux questions. Oui, j'ai toujours fait ça comme ça. Donc, il faut que tu leur donnes l'information sur beaucoup d'historique. Ça prend un niveau de trust, de confiance. Confiance, c'est ça. Vraiment, mais c'est... Et ça prend des systèmes qui sont sécuritaires. J'allais dire, ça emmène, là, tu sais, avec le temps qui nous reste, ça sera, je te confirme que ça peut pas être la dernière fois qu'on parle de ça, parce que même dans 6 mois, ça va être capoté. Soit qu'on explique au monde comment se designer un agent de base, ou soit qu'on ouvre la grosse parenthèse de la cybersécurité, de la sécurité et de la vie privée. Ouais. Et, écoute, je pense que top of mind de tout le monde, c'est sécurité, vie privée. Je pense qu'il faut le garder en tête partout. C'est difficile les choix qu'on va avoir besoin de faire par rapport à ça. Parce que pour aller chercher le maximum de nos outils, pense à ChatGPT, là, je te donne comme exemple. Plus on va mettre des entrants de qualité précise, personnel, mieux sera le résultat. Là. Ils vont nous vendre le fait que donne-moi accès à de l'information. Parce que de donner de l'information, qui te pose une question puis tu lui réponds. Ouais. Je préfère les brocolis aux choux-fleurs. C'est une chose. Mais c'est très inconfortable de faire ça. Parce que souvent, je sais pas, j'aime les deux ou j'aime aucun des deux. Ouais, c'est ça. Tout parent sait ce que leur enfant aime manger au lieu de repartir à zéro à chaque fois, à chaque repas. Mais tu sais, regarde ce qu'on a mangé depuis 6 mois ou depuis 1 an, puis figure it out. Ouais. Et ces outils-là sont capables de figure it out. Je te confirme, je l'ai fait. Je l'ai fait récemment. Moi, j'ai pris MacroFactor, les choses que tu logs tes calories, là, qui est vraiment chiant. Là. Oui. Premièrement, à ton autre point, il y a la photo, le OCR. Oui. Il y a d'autres apps qui font bien ça. MacroFactor est juste excellent avec ça. Là. Je prenais une photo de mon repas. Oui. Puis devinez, je te dirais 95% de précision. Là, y compris, là, comme tu t'es clairement fait un riz brun. Tu sais, avec ton steak, tu as un riz brun avec des fèves comme ça et tu as ajouté de la choucroute par-dessus. Oui, là. okay, Puis là, j'étais vraiment impressionné. Wow. Combine ça avec, mets ton assiette sur la balance, il va être comme, on estime que ta poitrine de poulet pèse 128 grammes, puis telle chose, protéines, donc il rentre toutes tes macros, choses comme ça. Il prend toute cette info-là, mais c'est du data. Au bout de 2 mois, j'ai exporté tout mon data. Oui. Et puis, j'ai dit, quand tu l'exportes, j'ai besoin qu'il y ait le temps, le jour, ainsi de suite. Oui. Puis, tout ce qu'il y avait là-dedans, puis j'ai pris ça, j'ai envoyé ça dans Gemini et dans Claude. Oui. Puis j'ai dit, voici tout ce que j'ai mangé avec les timestamps comme ça. Basé sur tout ça, détermine le genre de consommateur que je suis. Et trouve-moi, tu sais, par rapport à pose-moi des questions.
par rapport à mes objectifs de santé. Et ensuite, je veux que tu me formules 5 recommandations qui sont fucking paresseuses. Ouais. Je veux des life hacks, je veux pas travailler. Ouais. Puis j'ai dit, puis t'as pas le droit de me dire de couper le vin rouge. Puis ça a travaillé. Ils ont travaillé quand même pendant un petit bout. Ouais. Puis ultimement, il est sorti, puis il m'a dit, mange pas entre tel et... Tu sais, les gens, en gros, coupe les snacking, coupe les ci, puis les ça, fais telle affaire, fais choses comme ça. Puis, parce que je commence à le former justement avec mon contexte, mais ça a rentré vraiment là-dedans. Veux-tu ces formulations-là? Veux-tu qu'on te mette ça dans un calendrier? Ce que tu me décris là, je le vois un peu déjà. Et puis, mes recommandations étaient relativement prévisibles. Et là, à vrai dire, il m'a dit, basé sur ce que t'es, puis ainsi de suite, le profil, t'as juste un jour. Si tu limites à un jour par semaine où tu peux prendre tes bières d'IPA, Ouais. et tu vas avoir un gain, tu vas avoir un gros progrès. Ouais. Si tu coupes tel ingrédient, tu vas avoir un gain. Fait que on est rendu là. C'est juste qu'il a fallu que je les connecte, mais... Oui, c'est ça. C'est que là, ça a été très proactif de ta part Ouais. de faire la chose et ça a demandé un certain nombre de compétences techniques quand même. Tout ça va disparaître dans les prochaines années. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on va nous vendre le ChatGPT du futur. Là. Ils ont acheté une compagnie, le gars qui a fait le MacBook là, et l'iPhone chez Apple, Johnny Ives. Sa compagnie de design a été achetée par OpenAI. Il va y avoir un bidule qui va sortir d'OpenAI dans la prochaine année, 2 ans. On ne sait pas c'est quoi. On suppose qu'il va avoir un micro. Puis pourquoi c'est le cas? C'est parce que ces outils-là ont besoin... Si, tu sais, l'alternative à te poser des questions, c'est regarder ce que tu fais. Ouais. Donc, et copilote, je trouve que c'est le meilleur nom qu'il n'aurait pas pu avoir. Tu as toujours ton copilote qui est sur ton épaule, qui regarde tout ce que tu fais, puis qui... C'est peut-être pas ça que tu devrais manger. Si tu as le choix, tu sais, là, il voit que tu regardes un menu. Si tu as le choix, moi, je ne prendrais pas le poulet au beurre. T'sais. Je prendrais plutôt tel autre choix. Basé sur tout l'historique qu'il a de toi. Mais imagine, là, tu fais ça, tu commences à 18 ans, là. Et je l'ai mis dans ton horaire. Et je l'ai mis dans ton horaire, puis c'est correct. Prends un parapluie parce qu'il annonce la pluie en venant. T'sais, toutes ces choses-là. Mais j'ai une Garmin, ça mesure mon sommeil. C'est hyper personnel, le sommeil. Mes sleep patterns, là, je ne mettrai pas ça sur Internet. Puis c'est ça, peut-être l'âge que j'ai, là, mais je trouverais ça agressant que mon information de sleep pattern se retrouve sur l'Internet at large. Ouais. Mais si je donne accès à un agent, le niveau de... Tu sais, lui, il est capable de voir ce que tu as mangé et de voir comment tu as dormi. Imagine la qualité des recommandations qu'il peut te faire. On s'en va vers là. Ouais. Il y a un besoin, c'est des éponges à information, les systèmes. On disait ça pour les entraîner. C'est plus pour les entraîner, c'est pour être capable de te donner des recommandations qui sont personnalisées ou d'agir en ton nom. Pour devenir un bon agent, il faut que ça devienne un digital twin. T'as-tu déjà entendu parler de ça? Un jumeau numérique. Un clone, dirait plusieurs. Je suis pas d'accord avec le terme, mais je le trouve plus le fun. Oui, peut-être. Effectivement, c'est parce que clone, ça veut dire qu'il y a physiquement une entité qui existe, right? Le jumeau numérique, le digital twin, c'est de dire, je vais mettre dans une machine toute l'information que j'ai à propos d'un individu ou d'une machine. Les digital twins, ça a commencé dans les usines. Et par exemple, GE, là, les moteurs d'avion GE, plein de senseurs dedans. Quand ils arrivent à l'aéroport, l'information est downloadée, ça remonte chez GE, ils sont capables de faire de la maintenance préventive. Sur parce qu'un avion qui est arrêté, il y a des coûts importants. Puis il voit, puis on sait qu'il y a combien de millages, on sait qu'il y a combien de choses. Puis on a des compagnies au Québec qui sont hyper avancées là-dedans. On est vraiment... Mais tu peux faire le digital twin d'un humain. Si tu veux avoir un digital twin d'un humain, bien là, il faut qu'il en connaisse le maximum sur toi. Donc, c'est pour ça que j'arrive à un point où je dis, le côté sécurité, vie privée, c'est une partie incontournable de ces systèmes-là. Mais c'est très top of mind. Tu sais, tout le monde a peur de ça. Ce qui, moi, me fait le plus réfléchir, c'est le côté boîte noire de la machine. Je te donne un exemple.
quand ils ont fait ChatGPT, je pense que c'est GPT-2, là, ils ont pris une version de GPT plus petite et ils ont commencé à l'analyser. En fait, c'était pas GPT parce que c'était chez Anthropic. C'est Anthropic, peu importe. là. Ouais. Ils ont regardé un LLM plus petit, puis ils ont regardé les neurones dans le système. Et compte que quand ils entraînaient le modèle sur des commentaires de produits sur Amazon, ils étaient capables de voir qu'il y avait certains à dire si le commentaire est positif ou le commentaire est négatif. Donc, le réseau avait appris que si il programme un neurone ou des neurones à apprendre qu'est-ce qui est un commentaire positif ou négatif, ça lui permet de faire des meilleures prédictions, résultats, génération de texte. Ils se sont rendus compte qu'il y avait un ou des neurones qui étaient des neurones spécialisés sur le Golden Gate Bridge à San Francisco. Donc, si ce neurone-là, tu le mettais à 0 tout le temps, il ne parlait jamais du Golden Gate. C'est comme s'il ne le connaissait pas. Puis s'il le mettait à 1, dans toutes les réponses, il parlait du Golden Gate. Il trouvait une manière de mettre le Golden Gate dans la réponse. D'ailleurs, ils ont trouvé qu'il y avait un neurone pour Trump aussi dedans. Tu le mets à 1, il parle de Trump tout le temps. Tu le mets à 0, il n'en parle jamais. Ah. Je te dis pas que c'est vrai pour tous les concepts, mais ce qu'on est en train de découvrir, c'est que dans la machine, dans ces systèmes-là, il y a de l'encodage d'informations et il y a une personnalité qui est en train de se créer dans ces machines. Ouais. Mais on ne sait pas parce qu'on ne l'a pas programmé. Ça se fait comme... ça émerge naturellement. Ouais. Ça me fait freaker pas mal plus. Le ghost, façon de parler. Là. Mais c'est exactement ça. Donc, quand j'ai une machine à laquelle j'ai donné plein d'informations sur moi et que je lui ai donné l'autonomie de pouvoir agir on my behalf, comment je sais qu'elle me conseille bien puis qu'elle n'est pas manipulée indirectement par une entité X? L'exemple qu'on utilise tout le temps, c'est les modèles chinois qui ont été littéralement programmés pour ne pas parler de Tiananmen, par exemple, ou de parler de Taïwan comme étant une province de la Chine. Alors qu'ici, il faut se fier sur un certain groupe d'individus qui vont nous dire qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire ou croire. Mais ça va être embeddé dans la machine. Oui, c'est ça. Je le dis en riant, mais justement, ça, quand on rentre dans l'idéologie, qui est le plus fort mobilisateur, tu sais, on s'entend, ben, ça devient un petit enjeu, justement. Bon, Puis, où c'est commandité. Absolument, il y a des opportunités. Imagine que tu confies tout ça, puis tout d'un coup, Microsoft, qui est moitié propriétaire d'OpenAI, 49%. Puis tu demandes, puis il intègre avec OpenAI une chose de la sorte. Toi, tu mets ton Wealth Simple là-dedans, puis tout d'un coup, tu réalises que tu as investi à Microsoft. Tu sais, je voulais pas, je les déteste avec une passion. Par exemple. C'est Microsoft, pour moi, est la COVID du logiciel. Je veux même pas avoir un ETF que Microsoft dedans. Mais admettons, sauf que Microsoft achèterait ça, puis il dirait tout d'un coup, Bernard, t'es très investi dans Microsoft. Puis ça a été automatisé, ben ça devient un enjeu. Là. Absolument. Donc, les niveaux de transparence sur comment ils vont être capables de rendre visible les biais qui naturellement sont dans ces systèmes-là. Fait que tout le côté responsible AI, ethical AI, ça va bien privé. Fait que mon point, c'est tout le monde parle de sécurité vie privée parce que c'est très dans notre face, puis on dit oui, je vais donner de l'information personnelle, puis on y pense beaucoup, puis tout ça. Donc, tout le monde en parle. À partir du moment où il y a un gadget qui va dire écoute, tu vas vraiment avoir des économies de temps, d'efforts, d'énergie, tu vas avoir des rabais, tu vas avoir n'importe quoi, mais donne-moi accès à toute ton information. On va donner toute notre vie à ces systèmes-là. Donc, aujourd'hui, on s'en fait beaucoup parce qu'il n'y a rien. Ouais. Mais la journée où on va avoir un système qui va avoir été designé pour dire je vais te donner vraiment une valeur, vraiment un service qui est... Quand la récompense va être plus payante que le risque, là, finalement. Voilà. Moi, je pense qu'on va laisser tomber beaucoup de ces choses-là. Il va y avoir des promesses nécessairement de
sécurité et de respect de la vie Je sais pas si tu as privée. déjà eu un vol d'identité par rapport, par exemple, Non. à la banque ou une chose Non. de la sorte, mais là, tu sais, la série d'embûches puis le problème que ça peut Ça doit être causer. infernal. Ça Fait que doit là, être je me infernal. dis, tu sais, Infernal. Mais tu sais, les on a aucune iPhones, idée, moi, là. j'ai pas d'iPhone, j'ai un Android, là, mais les iPhones, leur selling point, c'est on va protéger ton information, on est très sécuritaire, on ne vend pas ton information à d'autres. Ouais. On l'utilise comme des malades pour faire un Ouais. paquet de choses, mais on ne la vend pas On à la garde l'extérieur. dans notre sandbox, dans notre sable, boîte carrée. Exactement. Fait que si tu es prêt à vivre avec le fait que tu lui as donné toute ta vie, puis il écoute tout ce que... Tu sais, il y a beaucoup d'informations sur toi, le service qui t'est rendu en retour est énorme. En tout cas, la valeur perçue est énorme. Mais ça reste quand même une boîte noire. Mais cette boîte-là, noire-là, je suis capable de l'éteindre. Tu sais, j'ai encore un certain niveau de contrôle sur la boîte noire. À partir du moment où cette boîte noire-là va être capable de me donner des recommandations, va être capable d'automatiser des choses pour moi d'une manière qui n'est pas prévisible, mais qui est statistique, parce que c'est ça, les systèmes basés sur les réseaux de neurones. Là, c'est La des moyennes statistiques. la reconnaissance de pattern puis un modèle de prévision. Absolument. Mais à partir du moment où tu vas avoir ça et qu'en plus, tu vas leur donner de l'autonomie pour te représenter dans le monde, pour faire des achats ou pour, peu importe, faire des reviews, écrire des emails, peu importe, jusqu'où on va se poser les questions à savoir quel est le biais de la machine, what's the ghost in the machine, là? C'est un excellent point. Je ne sais pas si on va continuer à le faire. Je sais qu'aujourd'hui, c'est très top of mind parce que c'est nouveau puis qu'on ne voit pas vraiment la valeur. Mais dans 5, 10, 15 ans, quand effectivement, ça va être comme « Hey, c'est tellement plus facile, tout ce que j'entends. » Puis c'est capable de regarder tout ce que je fais. Fait que ça me donne des recommandations nutritionnelles, d'exercices qui sont bien meilleures que s'ils faisaient... J'ai pas besoin de répondre à 100 questions niaiseuses que... Tu devrais le savoir. Est-ce qu'on va être encore... On s'en va là. Et je suis le premier à bâtir des systèmes pour s'en aller là. Mais non, mais c'est ton côté ingénieur. Toi, t'es là. Il faut qu'on essaye ou il faut qu'on joue avec. C'est malheureusement, effectivement, le cas. C'est que moi, je suis vraiment... Allons-y. Ouais. Explorons. On a un nouveau joujou, on a une nouvelle machine, on a un nouveau marteau qui va nous permettre de faire des choses magnifiques. On a inventé le feu, là. On peut pas remettre la pâte à dents. Comment dire? On peut pas génie remettre dans la bouteille. le dentifrice dans le tube, là, comme non, dit. Clairement. Fait que, dans ce cas-là, j'aurais tendance à poser la question, est-ce qu'on a encore contrôle sur les systèmes qu'on appelle l'intelligence artificielle? Puis si oui, pour combien de temps? Contrôle... Est-ce qu'on a contrôle? Contrôle dans un sens absolu. Est-ce qu'on peut débrancher la machine? Façon de parler. Oui, je pense pas qu'il y ait de machine qui soit... Façon de parler, là. Très, très haut niveau. Là, c'est-à-dire, est-ce que ça serait dans le pouvoir de... Si on arrêtait... Si on disait on déployait ça parce qu'on a programmé pour de l'autonomie, pour tous ces trucs-là, si on tirait la plug sur toutes ces affaires-là, il y a plusieurs hypothèses, dont avec OpenCloud, ça va trouver moyen de se reconnecter. Puis, ni bon négatif, mais juste... L'enjeu que je vois aujourd'hui à mon niveau, là, c'est une compétition mondiale qui est en train de se jouer, là. Surtout entre les Américains, les Chinois, mais aussi les Russes, mais aussi l'Europe. Parce que celui qui va arriver à développer la meilleure intelligence artificielle, le système le plus performant, va avoir une longueur d'avance sur les autres. Donc, c'est une course. C'est comme la course au nucléaire dans le temps. C'est pour ça que plein de gens font des parallèles avec le nucléaire. Donc, si on veut débrancher, il va falloir que tout le monde, une coordination mondiale pour permettre de faire ça, premièrement. Ce que je doute qui va se passer. C'est pas notre point fort en tant qu'espèce. Bien, voilà. Et en plus, même si, d'un point de vue gouvernemental, on était capable de s'entendre, il y a des systèmes qui sont tellement puissants
et que tu peux faire rouler dans un ordinateur dans ton sol ou à peu près, qu'il y a une démocratisation de cette intelligence-là qui fait que on ne pourra pas remettre la bouteille. C'est là, et là, ça devient une course, puis si tu le fais pas, tu deviens en retard. Tu sais, c'est vraiment comme ça que nous, on se sent, les gens qui font de la technologie, c'est que tu peux pas arrêter, sinon tu es en arrière. Fait que tu le vis toi-même, ton... je le vis, clairement. Que C'était pas premier, t'es dernier. Puis c'est quelqu'un qui va utiliser l'intelligence artificielle. À ton point de tout à l'heure, Ouais. là, je me ferai pas remplacer par une intelligence artificielle, je vais me faire remplacer par quelqu'un qui utilise l'intelligence artificielle. Donc, dans ce contexte-là, on n'a pas encore de système qui est conscient puis qui est autonome au point de dire c'est un humain ou c'est un petit pays. C'est une entité à part égale. Voilà, exact. Mais si tu veux aller explorer qu'est-ce qui pourrait se passer dans ce contexte-là, il y a un livre d'un gars qui s'appelle Nick Bostrom, qui a été écrit en 2014, qui s'appelle Super Intelligence. On va arriver à cette super intelligence-là. Qu'est-ce qui va se passer après? Et il s'est posé plein de questions, il a regardé plein de scénarios, dont celui de débrancher. Qu'est-ce que ça veut dire que de débrancher une super intelligence? Et l'analogie qu'il fait dans le livre, puis qui, moi, m'avait marqué, c'est que la différence ne va pas être comme d'avoir une interaction avec Einstein. Si tu dis qu'Einstein, c'est un gars hyper brillant, là, ouais. Si on prend ça comme modèle, là, non, c'est pas la différence entre Einstein et quelqu'un qui est dans la moyenne d'un humain. C'est la différence entre un humain et une fourmi, ou entre un humain adulte et un enfant. Ouais. Et quand il a fait ce parallèle-là, j'ai comme fait « Oh dear ». Parce que c'est tellement facile pour un adulte de faire parce qu'il est tellement plus développé qu'il est capable de faire croire à un enfant... Quel Père Noël. Par exemple, et de rendre ça crédible et de faire que l'enfant va se retrouver dans ce monde-là et même pas se rendre compte qu'il est en train de se faire manipuler. C'est vers ça qu'on peut aller. On n'est pas là aujourd'hui. Puis encore là, quelle trajectoire on va prendre? On va être là en 2028, en 2032, en 2040 ou en 2100? On va le voir dans notre vivant. Là. Je pense que oui. Pour être moins philosophe puis être plus précis, si on va avec Ray Kurzweil, Ouais. qui est quand même fiable dans ses modèles prédictifs. Là, Oui, vas-y, en attendant continue. l'AI, on a Ray Kurzweil. Ouais. Mais lui, il parlait d'arriver à la capacité informatique, computational capacity. Oui, Pour arriver à ça, oui. je crois qu'on est en plein dans la on ligne de temps. On track sur ses courbes. Lui, sa courbe, c'était grosso modo. Et puis, c'est une courbe qui a commencé à extrapoler en l'an 2000. Puis, ça tient encore jusqu'en 2026, là, Ouais. mettons. Fait que son point, c'était un ordinateur qui a la puissance de calcul de 1000 $, en dollars de 2000, va être capable en 2030 d'avoir le computing power d'un humain, un cerveau humain. Mais si tu continues sur cette courbe-là, 10 ans plus tard, tu vas avoir dans ce même ordinateur de 1000 $-là l'équivalent d'un téléphone cellulaire. Tu vas avoir dans un téléphone cellulaire l'équivalent de tous les humains sur la Terre. Ouais. Et 10 ans plus tard, en 2050, l'équivalent de tous les humains sur la Terre depuis qu'il y a des humains sur la Terre. Et donc, quand tu le regardes avec cette perspective-là, tu as tout à fait raison. C'est là où tu dis « Oh, ça se peut que ça se passe dans ma vie. Parce que 2040, je vais être encore en vie. » Surtout Most si tu fais ce que Non, Claude te recommande exactement, avec ton oui, c'est ça. alimentation. Si on fait attention un petit peu. Mais clairement, nos enfants vont être là. Puis une partie de l'idée d'écrire le livre, c'était un petit peu pour dire à mes enfants, pour être capable de mettre mon petit grain de sable, puis être capable de dire, ben, si vous voulez penser à l'intelligence artificielle, pensez-y comme ça. Tu sais. C'est une affaire que j'ai vraiment aimée. C'est vraiment, voici comment il pensait. Je trouve que ton titre est bien choisi, vraiment mindset, mais voici des pistes de pensée, des modèles. Voici comment juste aborder ça. La qualité des questions, et j'ai toujours figuré que c'était
Mais c'est difficile à lire. Tu sais, j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit que c'est difficile à lire parce que c'est un peu des pistes de réflexion sans nécessairement avoir de conclusion. Donc, si tu détaches des lacets. Ben, c'était quelque chose d'important pour moi à faire dans mon processus de réflexion par rapport à l'intelligence artificielle, de dire comment il faut que je change ma manière de voir les choses, les attitudes, les compétences, les habitudes et le côté éthique, là. Comment il faut que je vois l'intelligence artificielle? Parce que c'est pas la même manière que quand le téléphone cellulaire est arrivé. Énorme révolution. On a un ordinateur dans nos poches, on est connecté partout. C'est énorme révolution. Et qui nous a demandé de réfléchir différemment par rapport à un paquet de choses dans nos vies. Comment il faut qu'on réfléchisse par rapport à l'intelligence artificielle. C'est juste ça que j'ai essayé de faire là-dedans et d'essayer d'aller chercher les patterns que je voyais à gauche, à droite. Puis à ma grande surprise, ça vit assez bien. Je ne sais pas ce que tu en penses, là, mais tu sais, j'ai écrit ça il y a peut-être 18 mois, mettons, j'ai publié il y a un an. Puis je trouve que ça tient encore la route aujourd'hui. T'sais? Puis c'est ce qui n'est pas peu dire dans le contexte rapidement évolutif de l'intelligence artificielle. Mais quand tu es arrivé tantôt, ce que je t'ai dit, je l'ai sur mon Kindle, le livre, et puis c'est un des rares livres que je regrette de ne pas avoir. On l'a ici en papier, là, mais genre, je l'aurais pris en papier dès le jour 1 pour un peu le détruire, c'est-à-dire mettre des notes partout, des questions, des pistes, des flèches, des X. Mais je recommande à qui que ce soit qui lit ça. Là, genre c'est un workbook, là, genre sors ton crayon. C'est en plein ça. Sors ton Sharpie. Mais ça demande ça demande quand même du travail. Tu sais, c'est pas quelque chose que tu lis. Tu ne l'absorbes pas, là, on interagit. Là, exact. Tu t'interagis avec, puis genre de... C'est un peu comme une référence. Moi, je m'en sers comme une référence à moi. Tu sais, il y a beaucoup de parallèles que je t'ai donnés en disant « Ah oui, ça, c'est le mindset un tel. Ça, c'est Train Your Brain like a muscle. Ça, c'est... » Et moi, de la manière dont mon cerveau est organisé d'ingénieur XYZ, là, ben, j'ai besoin de me rattacher, j'ai besoin de faire du sens de ce que je vois autour de moi. Puis quand je suis capable de dire « Ah oui, ce qu'ils sont en train de mettre dans Claude AI, la version récente, tu es capable de lui dire « Je suis en train de réfléchir à un problème. Tu sais, je veux mieux manger, par exemple. » Créer un council... pour m'aider à réfléchir là-dessus. Dans le council, je veux que tu mettes un nutritionniste, un entraîneur personnel, un père de famille, un enfant, et je veux que tu me crées un council et que tu m'aides à réfléchir sur comment ces différentes personnes-là réfléchissent à ce problème-là. Puis là, il va te dire, OK, bien, j'ai persona, il y en a un qui s'appelle Paul, puis l'autre qui s'appelle Ginette, puis l'autre qui s'appelle Gérard, puis voici ce qu'ils font, puis ils ont réfléchi à ton problème de telle manière, puis ça, puis à la fin, bien, voici le combiné de la réflexion qu'ils ont par rapport au problème que tu m'as donné ou par rapport à la réflexion que tu m'as donnée. Le terme, c'est LLM Council. Là, ça fait pas très longtemps que les gens ont commencé à en parler comme ça. Mais le premier mindset là-dedans, ça s'appelle AI Personas. C'est de dire, l'AI, c'est pas juste un copilote qui va t'aider à rédiger un email. Une page Google qui fait ton un truc, là, qui répond à une question de... C'est différentes personnes, puis si tu es capable d'utiliser... Comme moi, dans Gemini, j'ai un script, un gem, là, une automatisation que j'ai mis de prompt que j'appelle le contrarian. Peu importe ce que j'ai dit, il va essayer de me trouver le contraire. Si j'ai dit tout le monde va perdre leur job... Fait que tu as créé un avocat du diable par rapport à ta propre utilisation de Gemini. Exactement. C'est bien hâte. Fait que le contrarian, là, je vais lui dire des affaires. Ben, je pense que tout le monde va perdre la job. Ah non, tu devrais réfléchir que ça va permettre. OK, bien, personne ne va perdre sa job à cause de... Ah, je pense que tu devrais réfléchir. Tout le temps en train de me chercher, là. C'est hyper intéressant. Je fais une offre de service. Je le donne au contrarian. Est-ce que c'est une bonne offre de service? Ben non, c'est super nul parce que ton prix est trop cher ou tu n'as pas pensé à telle affaire. Ça m'aide à explorer
des pistes. Toute une série de pistes. C'est l'avocat du diable. C'est exactement ça que c'est. Fait que ça serait quoi les personas que tu recommanderais que quelqu'un se partisse? Soit l'agent, les gems appellent ça comme eux, mais les personas, là, toi, tu dis, n'importe qui te dit, Farid, je veux le next level de mon utilisation. Là. Les personas sont très gros parce que tu fais ton conseil, whatever. C'est quoi les 3 premiers que tu dis, tu risques de les trouver bien intéressants ou utiles? Clairement contrarian. OK, un contrarien, juste quelqu'un cherche toujours la piste contraire. Tu le qualifies-tu un peu? Tu le rends-tu... Tu lui donnes-tu une personnalité de... T'es sarcastique? T'es-tu juste à ce point-là? Oui, non, encore là, je l'anthropomorphise en lui donnant une personnalité, mais je lui donne une personnalité pour qu'il m'aide. Moi, là, c'est un outil, c'est Parfait. le mot est peut-être fort, mais c'est un slave, c'est un esclave à moi. Je suis pas là pour avoir une relation avec mon contrarian. Là. Je suis là pour qu'il explore quelque chose que moi, j'aurais pas tendance à aller explorer nécessairement. Mm-hmm. Et le thème de ces différents personas-là que j'ai dans mon système, là, moi c'est Gemini, mais peu importe, c'est tout le temps des personas qui sont le plus opposés à moi. Je suis pas naturellement contrarian. Je suis pas naturellement quelqu'un qui est capable d'aller voir... Je suis pas nécessairement quelqu'un qui est capable de regarder les choses de manière très financière comme un comptable. Ça, c'est l'autre là, que j'ai. Okay. C'est regarde-le juste d'un point de vue financier. Toi, t'es purement... C'est ton CFO conseiller, là. Si tu veux. OK. Mais tu sais, tu pourrais en avoir un qui est ton psychologue. Tu pourrais en avoir un qui est ton... Steve Jobs, innovateur, brillant, tout ça. Puis le meilleur dans ces choses-là, c'est si tu es capable de dire agis comme quelqu'un de connu. Ouais. Parce qu'il peut aller se baser sur tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été dit sur cette personne-là que tu n'auras pas besoin de réexpliquer dans ton prompt. Là, ça permet d'avoir des résultats qui sont vraiment hyper intéressants. Première chose que j'ai faite avec mon livre, quand j'ai eu le PDF d'un des drafts là-dedans, puis j'ai été chercher... Steve Jobs, Warren Buffett, Eric Smith, des gens qui travaillent dans le domaine pour dire, est-ce qu'il y a des sujets que je devrais aborder, que je n'ai pas abordé? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles je me suis trop répandu? Qu'est-ce que j'oublie? Ouais. De quoi je parle trop? De quoi je parle pas assez? Une des questions que j'aime beaucoup mouêtre dans à peu près tout, c'est quels sont mes billets? Quels sont les billets que je ne vois probablement pas? Ma part, quand j'écris quoi que ce soit, des trucs, moi, je l'utilise un peu... C'est drôle d'une manière un petit peu différente de toi, mais moi, je suis juste comme, où est-ce que j'ai tort? Oui. Tu sais, où est-ce que j'ai tort, c'est peut-être un petit peu trop générique. C'est d'être capable de dire, regarde-le comme mon fils qui a 16 ans à Montréal. Tu sais, tu donnes pour que la moyenne de ce qu'il va te donner comme réponse... Parce que c'est ça qu'il va te donner. Il va te donner la moyenne de la réponse. Mais il va te donner la moyenne de la réponse de quelqu'un qui est un persona qui est hyper fort pour toi. De dire, ah oui, c'est vrai, un enfant de 16 ans ne va pas le voir de la même manière. Ou regarde-le comme ma mère qui a 85 ans. 85 ans, qui est née, chose, qui n'a pas de téléphone cellulaire, qui n'a pas... Regarde-moi comment elle va prendre ça. Qu'est-ce qu'elle s'attendrait dans... C'est hyper intéressant de t'en servir comme ça des outils qu'on a qui sont disponibles. Et tu bypasses la limite de « Ouais, mais ça me donne toujours une réponse qui est la moyenne. Il n'y a pas vraiment quelque chose. » OK, spécialise-le, puis il va te donner la moyenne de ce spécialiste-là. Faisant 8 comme ça, ben, tu vas avoir exploré tout un domaine, un espace que tu n'aurais pas nécessairement... Puis je n'ai pas ces compétences-là. Là. Je suis un homme, je ne peux pas être une femme. Là. Mais si personne qui est une femme, de 40 ans avec 2 enfants... La lentille, c'est vraiment une lentille qui arrive comme ça. J'aime vraiment ça. Voilà. Ouais, j'en ai pris qui sont next level. Là. J'ai réalisé dans tout ce que j'ai rentré à un moment donné dans mes... Moi, j'ai dit, you know what? I don't think there is beaucoup de vie privée. Fait que je vais essayer le modèle quand même, je mets les settings, tout ça, great. Mais j'ai rentré dans Claude, j'ai en gros dit, voici genre les relevés en détail de mes 6 derniers mois de carte de crédit, sur lesquels je mets toutes mes dépenses de consommation. Je t'ai uploadé tout ça, j'ai dit, commence à les catégoriser, puis avoir un timestamp dans le temps, catégorise-les comme type de dépenses, choses de la sorte, et soyons relativement précis. Là, je mets mes nouveaux dedans, puis je suis comme, great. J'ai dit, where's my money going? Puis il était comme 29% de ton chose s'en va à telle place, puis c'est IGA. Il dit, je présume parce que tu es à telle place que tu vas, c'était pas super. Ils sont pas connus pour être super compétitifs sur le prix. Très bon.
Le reste de ça, il y a telle et telle affaire. Sports might be an issue. On pense qu'il y a un combat, puis il y a telle affaire. Puis là, t'as mis 1000$ en supplément depuis les 5 derniers mois. Et puis, comme t'as mis 100$ en loterie, puis je suis comme, oui, c'est l'affaire des Canadiens, 50-50. T'as mis 100$ en loterie, c'est 0 ROI. Comme, ça va la fondation, tu sais. Mais il m'a tout ressorti ça, puis comme des suppléments, puis 1000$ de suppléments. Quand même. God damn. Quand même. God damn, c'est comme tes subscriptions, tes ci, puis mais il me l'a tout sorti, puis j'ai dit, great, sors-moi de telle manière, je te montrerai. Si tu veux, j'ai mes pie charts. Ben oui. Parce que moi, je veux de la visualisation. Ben oui. C'est juste que là, tu sais, ça requiert moi qui le prend, puis qui fait de même, mais je trouve ça quand même très cool, parce que moi, une fois que tu le vois, t'es comme, huh. Sunshine is the best disinfectant. Puis, j'aime donc bien ça. J'aime donc bien ça. Puis, à ma défense, j'ai plus dépensé dans le sport que dans la SAQ. Ah, bravo. Ceci dit, avec un vélo, ça monte assez Oui, vite. c'est ça. Ça dépend, c'est ça. Ça dépend ce que tu achètes. Tu as toujours une crevaison d'un compromis au supermarché. Oui. C'est un peu ça. Mais dans le même ordre d'idée, tu sais, puis dans les questions que je t'avais envoyées en avant, Farid, c'est quoi quelque chose qui devrait être enseigné à l'école qui ne l'est pas en ce moment? C'est drôle parce que souvent, ce qu'on va dire, c'est d'enseigner l'informatique. C'est qu'on devrait enseigner les bases de la logique informatique. Puis, tu penserais qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de l'enseigner parce que tu as des systèmes d'intelligence artificielle qui sont capables de coder pour toi. Puis, je reviens à mon Train Your Brain, là, comment ça? C'est si tu veux être capable de reconnaître des patterns, si tu veux être capable de comprendre la machine qui va gérer une partie de ta vie, si tu veux être capable d'être un petit peu sceptique ou en tout cas de poser les bonnes questions, puis que le monde est de plus en plus... tu as besoin probablement d'avoir cette formation-là. Fait que c'est un peu dans ce sens-là que j'irais. Mais aussi, notre conversation d'aujourd'hui me ferait dire faut enseigner les choses qu'on enseignait avant qui ne sont plus nécessaires. Par exemple? Les langues, le calcul mental, d'apprendre des poèmes par cœur. Pourquoi? Parce que je suis certain que ça forme ton cerveau. L'idée, c'est pas d'apprendre le poème. L'idée, c'est d'apprendre à ton cerveau à apprendre... À retenir, à ramener le recall. Exactement. Probablement de lire des livres, papier ou pas, là, pour que tes yeux soient du texte et donnent à ton cerveau. Parce que de plus en plus, on écoute des choses. De calligraphie. Toutes ces choses-là qui sont la coordination main, hand, eye, là, des mains puis des yeux. Comment tu apprends ça? Si tu ne l'apprends pas comme ça, oui, tu peux l'apprendre en jouant à des jeux vidéo, et c'est vrai que ça aide, mais c'est ça. Fait que j'aurais tendance à dire, il faudrait qu'à l'école, on apprenne les éléments de technologie qui sont nécessaires pour que ça ne soit pas une boîte noire, ou en tout cas que ça soit une boîte grise, et de continuer à apprendre des choses qui sont inutiles. Pas parce... C'est ça. C'est ça. J'aime les choses qui sont inutiles. Là. Ben, les choses qui sont facilement catégorisées comme les temps. Je comprends. Puis ton achat, c'est quoi un achat récent pour lequel tu as un ROI disproportionnel? Là, ton highest ROI achat récent. Ça peut être super anodin. Oui, je ne sais pas s'il y a eu quelque chose qui vraiment... Parce que je me suis posé la question... est-ce qu'il y a quelque chose qui m'a vraiment amené de manière disproportionnée de la valeur? Puis la réponse est un peu plate, mais c'est probablement des livres. C'est tellement facile d'aller chercher de l'information, surtout des petits snippets à la TikTok, Instagram, LinkedIn, tout ça, que d'être capable de lire quelque chose qui est structuré du début à la fin, je sais pas, ça me manque, puis ça m'amène, puis ça coûte rien, un livre. Tu sais, toute proportion gardée, t'achètes un livre, puis t'as accès à ça de manière concentrée. Je sais pas, c'était ça ma réponse.
Fait un livre. Est-ce qu'il y en a un tantôt, tu parlais de livres qui changent beaucoup ta lentille. Ouais. Un récent qui te vient à l'esprit. Aller dans les choses techno, ils en ont fait un film, Hail Mary, Le film récent avec Ryan Gosling. avec Ryan Gosling. Ah ouais, hein? Moi, j'ai lu le livre. Oh, quelle lecture magnifique. Et je dirais, le film le rend bien. Évidemment, il y a plus de profondeur dans le livre. Ça, c'est un des livres que j'ai lu qui était comme « Wow! Quel livre phénoménal! » À ce point-là. Ouais, qui a été me chercher. Sinon, dans le côté plus geek, livre Super Intelligence dont je parlais, de Singularity is Near. Et un autre que j'ai adoré, qui est plus vieux, là, s'appelle On Intelligence. On, sur l'intelligence, qui a été écrit par le gars qui a fait le Palm Pilot. Et ce gars-là, en fait, c'est un neuroscientifique qui a fait le Palm Pilot pour pouvoir financer sa recherche en neurosciences. Non, c'est vraiment super intéressant. Et lui, il explique comment ton cortex frontal, il donne une architecture du cortex neurofrontal et il l'explique à des gens qui font pas ça comme métier tous les jours. Ce livre-là, fascinant. Encore là, est-ce que c'est l'architecture exacte? Mais c'est basé quand même sur des travaux scientifiques. Super intéressant. Vraiment, Ouais. J'aime vraiment ça. Fait que là, what's next pour Farid? J'aimerais beaucoup être capable de pouvoir vivre le plus longtemps possible pour voir le plus possible de ce qui va se passer avec les AI. Et je me rapproche de la retraite et je suis en train de changer ma manière de penser par rapport à la retraite. Au lieu de voir la retraite comme la fin de mon travail, c'est d'être capable de penser et de trouver une manière de dire je vais travailler le plus longtemps. Comment je suis capable de travailler le plus longtemps possible? Parce que si je travaille, puis ça ne veut pas dire de travailler 70 heures par semaine, là, ça peut vouloir dire de travailler avec des périodes de voyage, avec des périodes de repos, peu importe. Là. Ça ne veut pas dire d'avoir une activité aussi intense que tu as quand tu es plus jeune. Mais si je me dis je veux travailler le plus longtemps possible puis avoir du fun dans ce travail-là, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit un mindset. Ce qui est, ça va être j'aime ça pouvoir parler de ce qui est possible. J'ai l'intérêt à vulgariser des choses scientifiques à des gens qui ne sont pas des scientifiques. Là. Donc, c'est un petit peu ça ma destination, c'est de dire, OK, je l'ai fait, ça a été beaucoup de travail, mais ça m'amène beaucoup. Ça m'a permis, entre autres, on n'aurait jamais cette conversation-là si je n'avais pas écrit le livre, et ça se répète de plus en plus. Donc, je me dis, OK, je pense que je suis sur la bonne piste pour être capable de dire, on va travailler longtemps, puis on va avoir le contrôle sur ce qu'on va faire dans les prochaines années. Non, mais ça. AI Mindset. Je te promets de finir de lire ça assez rapidement. Farid, en échange, il faut absolument qu'on fasse un round 2 dans genre 6 mois. Là. Écoute, ça va me faire plaisir de venir te parler de ta dernière question, qui est comment on se bâtit un agent Merci, Farid. in 6 months. Je suis 1000% sérieux. Hey, je vais pas dire.